Alright, bienvenue sur le 694 podcast. Max, on est sur le 8e épisode. 8e épisode, welcome back. Épisode tout particulier. Ouais, épisode un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire jusqu'à présent. On n'est plus à deux. On n'est plus à 2, on passe à 3. Et l'intervenant qu'on a aujourd'hui, les gars, c'est un amoureux du mouvement. Quelqu'un qui a beaucoup de casquettes. Il est entrepreneur, il est rappeur, c'est aussi un athlète. Athlète, passionné, père, qu'est-ce qu'il n'est pas? On ne sait pas trop, en tout cas, il a beaucoup de choses à dire. Il est aussi le fondateur de la méthode Résiste. Donc, autant vous dire que la conversation qu'on va avoir aujourd'hui va être super intéressante. Oulo, on va commencer avec une question existentielle. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Edulo. Mon vrai nom, c'est Edulo. Il faut le préciser. La plupart des gens m'appellent Julo. Ça fait vraiment un temps qu'on m'appelle Julo. Alors, j'ai 42 ans. Je suis un papa. Je suis un mari. J'ai une maîtrise en gestion. J'ai une certification en tant que coach. Et je suis dans la vie un coach sportif. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et puis aussi un freelance en digital. Et qui est coach Julo? C'est quelqu'un qui aime le sport, la musique, la vie, j'espère. Donc voilà. Je sais que tu es un grand philosophe. Écoute, j'essaye de comprendre la vie. Des échanges qu'on a déjà pu avoir avec toi, on a compris que tu avais quand même pas mal de choses à nous dire. Et ouais, on va pouvoir en discuter. Ah oui, non, mais je me rappelle encore la première fois qu'on s'était croisés. Et forcément, je voyais un gars sauter partout. Ça, c'est la première image que j'ai eue de toi quand je t'ai vu pour la première fois. Mais c'est vrai que dès les premiers échanges, on a directement réussi à sentir qu'il y avait un intérêt, je pense, réciproque pour le fitness, pour la santé, pour le mouvement. Complètement. Et donc je savais qu'on allait pouvoir échanger sur ces sujets, ces thématiques, et de pouvoir vraiment investiguer sur toi, la façon dont tu vois le mouvement, la santé, le fitness, et de pouvoir partager tout ça, quoi. Moi, je pense que c'était écrit. On s'est vu à la salle, on a vu deux sportifs, chacun dans son field. Et je pense que c'est ce qui nous avait connectés la première fois. Et on se retrouve aussi ici parce qu'on a l'amour du geste, je crois. Je crois que c'est vraiment ça. Et c'est vrai qu'il y a le mot central que j'avais vraiment envie de pouvoir commencer avec toi sur cette discussion, qui est la passion. La passion. Quelqu'un de passionné, ça se ressent, ça se voit. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on peut mentir ou qui est faux. Ça se ressent. Quelqu'un qui a vraiment envie de pouvoir partager des choses, qui a un message, qui est vraiment à 100% dans ce qu'il fait. Et ça, j'ai directement ressenti dans ce que tu proposes, ton message. Et donc, comment est-ce que toi, tu définirais la passion que tu as? Ok, écoute, moi je pense que la passion, c'est quand tu fais quelque chose qui te calme d'abord. Je pense que c'est ça. Et moi, quand je parle de ma passion, que ce soit le sport ou la musique, parce que je crois que je mets la musique avant le sport, c'est des zones qui me mettent dans quelque chose où j'ai pas de notion de temps. C'est-à-dire que je le fais et je suis relâché. Que le monde dehors soit en train d'exploser ou quoi que ce soit, quand je fais du sport, je suis sur mon souffle, je suis sur mon mouvement, je suis sur l'instant. Et pour moi, c'est ça d'abord, une passion. C'est que tu as vraiment quelque chose qui te permet de déconnecter et juste de sentir ton geste. Tu fais une musique, tu es là, je suis en train de composer, j'entends un preset, un nouveau son, je suis dans un délire. J'ai oublié de manger, j'ai oublié de faire plein de choses. Ça, c'est ce que j'appelle une passion. Et le sport, pour moi, je crois que c'est la première chose, c'est que ça m'apporte un calme. C'est là où j'arrive pas à stopper le sport. C'est-à-dire que j'ai parfois plein de problèmes, j'ai plein de trucs en tête à gauche et à droite. Dès que je suis dans ma session, certains font du yoga, certains font autre chose, ils apprennent à respirer. Et moi, le sport, dans ma boîte, je dois sauter dessus, je dois me concentrer. Je ne peux pas juste sauter, sinon je me casse un tibia ou un autre truc. Je suis sur l'instant, je suis dans quelque chose qui me prend et qui m'apaise. Ouais. Après ça, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de passion, directement, je crois que le vrai problème, c'est que les gens lient la passion avec le business, directement, systématiquement. Et je pense que la passion, c'est juste quelque chose qui te calme et que tu fais tellement souvent qu'à un moment, ça te définit. Et on a tous besoin d'une définition de soi-même. Quand quelqu'un va parler de Ben, de Max, si vous faites du sport très longtemps et que c'est quelque chose qui est là systématiquement,
c'est dans votre ADN, on va dire, lui, c'est un sportif, ça te définit. Ta passion devient un peu quelque chose que tu fais tellement souvent et qui t'apporte un calme et les gens te définissent par rapport à ça. Donc pour moi, c'est ça la passion. La passion, c'est d'abord un calme dans le geste qu'on fait. Et ce truc qu'on fait tellement souvent qu'on ne sait déjà pas s'écarter de ça. Mais en plus de ça, le monde extérieur te définit comme « Ah ouais, mais en fait, lui, c'est un passionné par rapport à ça. » Ça veut dire aussi que tu as pris le courage d'y passer beaucoup de temps. Une passion, c'est pas juste quelque chose qui naît. Les gens sont toujours en mode « Oh, t'as une chance d'avoir une passion. » Non, personne n'aime jouer au piano le premier jour. Il est nul. Il fait des fausses notes. Il doit apprendre plein de trucs. C'est nul. Mais à force de... Tu joues à un moment, tu sais jouer ton premier morceau et tu te dis « Ah ouais, bien. » Tu le partages avec quelqu'un et quelqu'un te dit « Ouais, tu joues pas mal. » Tu reviens sur le piano. Tu joues encore mieux. Et finalement, ça te définit. C'est le gars qui joue au piano et ça devient ta passion. Ta passion, pour l'avoir, ça demande du courage. Tous ceux qui disent qu'ils l'ont pas, ça veut dire qu'ils ne s'embêtent pas assez à faire quelque chose, selon moi. Ouais, c'est très bien dit, mais ta passion, du coup, tu as dit que tu avais commencé ça plus au niveau de la musique. La musique est venue avant le sport? Avant le sport. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, je devais être un artiste. En fait, je pense que la musique, elle est rentrée dans ma vie. J'avais 17, 18 ans à l'époque. Chaque instru où un rappeur avait laissé 30 secondes où il n'y avait rien, je le découpais, je mettais une boucle, je rappais dessus. Nous, c'était le début d'Internet, donc je rappais avec un micro éclaté. J'envoyais ça à mon cousin qui me disait « c'est lourd ». Et moi, je disais « ok, d'accord ». Et j'ai commencé à écrire, puis j'ai composé. Au départ, tu fais n'importe quoi, je te parle justement de la passion. Quand tu commences dans tes premières compos, ben, c'est plutôt que tu essaies de faire quelque chose où tu peux mettre ta voix dessus. Tu sais pas encore vraiment te dire, OK, j'ai entendu le morceau de Pharrell Williams et je fais la même chose. Donc au départ, tu essaies de faire un truc qui sonne. Et avec le temps, ben, moi, c'est quelque chose où j'ai aimé ce truc de pouvoir me déconnecter, plonger dedans, toucher à des outils. Aujourd'hui, j'arrive à un stade où tu me dis, j'entends une chanson de film, je peux te dire que voilà, il a utilisé tel synthé ou tel truc. Je sais exactement comment ça se découpe. Et si jamais, à un moment, j'ai un mois et tu me dis compose un album, je peux te composer n'importe quoi, tu vois. Et la musique, moi, à un moment, ben, voilà, j'ai tout fait pour rentrer dedans, pour réussir là-dedans. J'ai eu des deals avec des gens, j'ai fait plein de trucs. Et des déceptions, et plein de choses. Mais malgré tout, ça reste une passion parce que dès que je peux, tu me vois à Noël ou un truc du style et que j'ai 2 semaines, il y a des moments où je dis à la femme, là, je vais composer un EP. Là. Je me mets dans mon truc et ça me calme, tu vois. C'est vraiment quelque chose au-delà, comme je disais, du financier ou autre chose. Une passion est quelque chose qui te calme d'abord. Ah, j'aime bien que tu l'apportes comme ça. Il y a ça, il y a cette notion-là. Et alors, la notion qu'on aime beaucoup et sur laquelle on a déjà eu l'occasion de discuter, c'est aussi cette curiosité. Ouais. Tu vois, je pense que c'est quelque chose qui doit animer une passion, c'est vouloir être curieux. Et à partir du moment où tu as cette curiosité, bah, ça devient une passion indirectement. Mais oui, tu vois, es obligé de creuser la chose et ça devient passionnant. Donc tu peux être passionné et ce que tu fais devient passionnant. Devient passionnant. Et puis, il n'y a rien à faire. C'est quand tu fais quelque chose, on te pose toujours une question. Et une question amène une interaction. Ouais. Une interaction amène à aller peut-être possiblement plus loin par rapport à ton truc. Ça crée même une opportunité pour toi ou pas, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que même quand tu fais un business plan, aujourd'hui, quand quelqu'un te parle d'un business, il dit « Ouais, mais... » Ouais, je suis pas capable, je sais pas. Mais en fait, on oublie toujours un facteur, l'interaction que tu vas avoir quand tu fais quelque chose assez longtemps. Ça, c'est un truc, je le vois bien, c'est que j'étais pas fait pour être coach sportif, mais on me voyait systématiquement à la salle. Ça aussi, c'est, tu vois, tu vas à la salle, j'ai mes 30 ans, je suis rond. Moi, j'étais un employé de bureau depuis des années. Et puis, je vois ma sœur qui me dit, oui, il faut prendre le sport et tout. Comme je dis toujours, j'avais pas de problème avec le physique. Moi, je suis quelqu'un, j'ai dit précédemment à quelqu'un qui est défini par les choses que je fais. C'est pas l'argent, c'est pas mon aspect physique, c'est les choses que je fais. Et j'avais toujours fait de la musique, j'avais toujours été dans ce truc culturel où je crée des choses. On m'a toujours défini comme ça. Donc, par rapport à mon image, j'avais pas de problème. Mais à un moment, j'arrive dans la salle de bain et je vois ce mec et je dis, chérie, il y a un gars, je sais pas qui c'est, mais il est en haut. Et là, j'ai commencé à acter, tu vois, des changements. J'allais à la salle, j'ai d'abord fait un truc qui s'appelle Insanity Workout. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Le gars, c'est Shanti. C'est un gars qui faisait du hit. T'avais des DVD à l'époque. C'était genre de 45 minutes à 1h15 que tu devais faire pendant 3 mois. C'était la mort. C'était Insanity. Mais en un mois, j'avais déjà perdu 13 kilos. Ouais. Et donc là, je voyais, tu vois, mon changement était là. Mais c'est toujours un truc qui, tu vois, basé sur le temps, rendement, etc. Et puis, j'allais à la salle. Je continuais mon truc, mais sans pression. Mais je changeais.
La première année, j'ai changé. La deuxième, j'ai changé. La troisième. À partir de la quatrième année, dès que je rentrais dans une salle, c'était « Est-ce que tu es coach ?» Je fais « Non, je suis pas coach, je fais ma session. Ouais. » « Est-ce que tu es coach ?» « Non, je suis pas coach, je fais ma session. » En fait, ça s'est répliqué tellement de fois. À un moment, je fais « C'est bon, je vais leur donner un coach. » Et là, il y a un pote qui me dit « Une formation PCA ou je sais pas quoi. » Je fais « Inscris-moi. » Et je me suis inscrit en parallèle et ça a créé quelque chose. Donc, quand tu passes ton temps à faire quelque chose, ça crée une opportunité. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ce temps alloué à ça. Ça m'a ouvert une porte. Et moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup au temps passé et aux interactions que tu fais. Si tu passes beaucoup de temps à faire quelque chose, tu as la possibilité de le devenir. Si tu joues au piano, comme je dis, toute l'année, à la fin, tu as la possibilité de jouer un morceau. Et peut-être qu'un gars va dire, ouais, mais en fait, je fais une pièce de théâtre et j'ai besoin qu'un gars joue derrière. Ouais. C'est une opportunité. Tu le fais pas, cette opportunité, tu peux pas l'anticiper. Et dans un business plan ou un truc, il y a la partie qui est toi, mais l'interaction avec le bon client, l'interaction parce que tu as juste été un jour dans telle foire, à tel moment, tu sais pas l'anticiper, mais tu dois y être. Tu vois cette notion de courage où je dis, tu dois le faire, cette opportunité, aussi par rapport à toi et ton développement, elle amener ta passion plus loin, elle dépend du fait que tu es là. Si tu n'es pas là, ben, tu n'es pas là, quelqu'un d'autre prend ta place. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Et même dans une passion, pour qu'elle aille plus loin, il faut une interaction. Il faut d'office oser le montrer à quelqu'un parce qu'on est humain. Dire que c'est juste pour toi, c'est fake. Ça, c'est un truc, je pense que le début est pour toi. Mais à un moment, tu as besoin de quelqu'un qui dise « Hey mec, c'est chouette. Et s'il te dit juste « c'est chouette », tu vas dire « It makes sense ». Et là, tu vas regarder, tu vas dire « Là, je suis bien ». Tu as juste besoin de quelqu'un qui te dise « Ça fait sens ». On a tous besoin de ça dans la vie, mais tu dois faire quelque chose et tu dois le montrer à un moment, sinon tu vas être tout seul. Tu peux pas frimer tout seul, même si tu as une belle voiture, comme je dis. Tu es là, tu as gagné, t'as eu ta voiture et tu es tout seul dedans, etc. Ta passion, c'était la voiture. Ta passion, ça va durer 20 minutes, mais tu auras besoin quand ton pote sera dans la voiture avec toi en train de crier dans la ferrie, de dire « Ouais !» C'est pas la même chose. On a tous besoin de cette interaction, même quand c'est une passion. Et c'est ça qui fait que ça va un peu plus loin ou pas. C'est le partage, hein. C'est le partage. Ouais, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu construis petit à petit, comme tu l'as dit, au début pour toi. Ouais. Et puis après, ça se partage, ça se transfère parce qu'il y a une énergie en fait qui est tellement positive, tellement forte par cette action, par ce que tu fais, que les autres deviennent intrigués aussi par parce qu'ils veulent cette ce activité. positif. En fait, quand tu fais quelque chose qui paraît bien pour toi, que les gens regardent, les gens veulent. Ma mère, elle disait toujours un truc simple, c'est tire pas la tronche. Personne ne reste à côté du gars qui tire la tronche. Enfin, voilà. Et quand tu brilles dans ton art, dans ce que tu fais, les gens veulent d'office te poser une question. Ils veulent tous cette petite étincelle et voir ce que ça donne chez eux. Et tout le monde a ce truc. Pour moi, tout le monde a cette capacité de briller sur quelque chose. Mais il faut le trouver, tu vois. Mais c'est le courage et le temps que tu vas passer aujourd'hui. Tu sais pas. Tu te dis, ah ouais, j'aime bien courir, cours longtemps. Mais après, tu vas courir. Peut-être que dans la course, tu vas croiser un gars qui va te bousculer. C'est une nana, le gars la bouscule, il se regarde. En fait, c'est peut-être son prochain mari. Mais il fallait qu'elle aille courir pour avoir cette opportunité. C'est complètement con. Mais il faut aller faire quelque chose suffisamment longtemps pour vraiment dire est-ce que j'aime pas, ou ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est direct. On parlera peut-être de société plus tard, mais aujourd'hui, direct, c'est dès qu'on n'aime pas quelque chose, on dit ah, j'ai pas trouvé ma voix. Mais mec, ta voix, c'est. T'as pas pris assez de temps. T'as pas passé de temps. Moi, et là, tu viens de redire une phrase qu'on a dit exactement mot pour mot sur le podcast précédent ou sur les podcasts précédents. C'est il y a un moment, il y a quelque chose, tu dois le forcer un petit peu. T'es dingue. Teste-le assez longtemps pour savoir si oui ou non tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Oui. Moi, je sais, si à un moment tu me demandes qu'est-ce que tu aimes dans le coaching, qu'est-ce que tu n'aimes pas, quel est le profit aujourd'hui, je sais exactement parce que j'y ai passé du temps, j'ai vu tous les profits, j'ai vu les machins. Aujourd'hui, je sais ce que c'est, je connais la difficulté. Si je dois même aller apprendre à un autre coach comment tu dois prendre une salle, je sais lui dire comment tu dois gérer l'expérience, comment tu dois gérer parce que tu as passé du temps. Et le temps, pour moi, c'est le meilleur levier. Tous les gens que j'ai vus réussir, et surtout réussir par les passions, que ce soit même dans la musique ou quoi que ce soit, c'est les gens qui se sont pas retirés. Ils se sont pas retirés, ils ont créé une expertise et à un moment, ils ont eu, je sais pas, une passe. Comme je dis, ils étaient toujours en train de courir devant, vers le but. Et là, Dieu a décidé de faire la passe décisive. Et là, ils étaient déjà en train de courir. Or que les autres étaient là-bas derrière et ils couraient pas. C'est ça le truc. Toi, tu sais juste être en action. Après, il y a l'univers, il y a tout ce que tu veux qui peut décider de te faire la passe à ce moment-là. Mais
il faut être en mouvement. Si tu es pas, voilà, le changement par l'inertie, comme je dis, ça n'existe pas. Enfin, Ouais. tu vois. Ouais, c'est vrai. Et quand tu disais un peu donc cette transition, donc t'avais ton boulot, Ouais. tu t'es entraîné par toi-même, et puis après petit à petit, il y a des gens qui ont été un peu intrigués par ce que tu fais. C'est parce que tu as réussi personnellement à avoir un changement physique Ouais. qui a attiré les autres, ou c'est plus par directement un peu ta philosophie du mouvement? Non, mais je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que j'ai, moi, quand je rentrais dans une salle, ce qui était important pour moi, et je le faisais peut-être pas exprès, c'est l'expérience que j'avais. Je regarde, c'est un truc qui est bizarre dans la vie, c'est que je regarde pas forcément ce que font les autres. J'aime bien faire par feeling, je réfléchis à un truc et oui, je sais que j'ai autant de secondes, bah, je vais faire ce que je peux pendant ces secondes. Tu vois, je me suis pas mis la pression, mais malgré tout, bah, à un moment, je vois quelqu'un qui saute sur une boîte, je saute dessus, il tourne, etc. J'ai créé une variété de mouvements et plein de choses qui intriguaient celui qui était classique. En classique derrière une machine. Évidemment, tu vas dans une salle et puis tu vois un gars qui saute, il court, il tourne, il prend un dumbbell, il fait des dips, il fait des machins et il passe dans tous les sens. Ils se disent, mais c'est bizarre quand même. Mais d'un côté, ils se disent, c'est bizarre. Mais d'un autre côté, on te voit devenir plus athlétique et les gens m'ont vu devenir plus athlétique. Et là, c'est là où à un moment, ils se disent, il doit avoir une expertise ou un truc qu'on n'a pas vu. Et c'est là où je pense que ça a créé ce contact de, voilà, c'est quoi ton approche du mouvement, comment on est arrivé à ça. Et je pense que c'est encore plus vrai quand tu dépasses la trentaine où les gens se font toujours le film que dès qu'ils ont 30 ans, c'est la fin de leur vie. Et moi, en fait, on me dit, c'est Benjamin Button, on dirait qu'il fait tout. Il fait tout le contraire. Donc, je pense que c'est ça qui a attiré. Mais le tout, c'est que je pense qu'il le sentait aussi que je le fais, mais à ma forme, je cherche. Moi, je suis pas dans. Je veux être plus performant, mais dans la manière dont je le fais, je me suis pas mis à une rigueur, en fait, forcément. Et je change. Et l'expérience, en fait, a créé ce truc. Parce que on parlait encore de continuité, c'est que il faut trouver un schéma quand on l'a pas, qui crée un cadre où tu as une structure et qui t'assure une continuité. J'ai pu le faire, moi, de manière isolée. Maintenant, un client ou autre chose, c'est encore différent, tu vois. C'est différent. Mais moi, j'ai ce truc où j'arrive à mettre une structure qui me permet de maintenir et d'avancer de manière calme. Et je pense que les gens l'ont perçu parce qu'on voit toujours comme il est explosif, il fait des trucs de fou. Mais ça, c'est aujourd'hui. Tu m'aurais vu à l'époque, mon normal n'était pas le même normal, mais on voit que c'est incrémental, si tu vois ce que je veux dire. Moi, là, j'avais une question, du coup, c'est... Donc, t'es rentré dans une salle de sport, mais qu'est-ce qui t'a attiré en premier lieu? Est-ce que, par exemple, la méthode que tu as à l'heure actuelle, est-ce que dès les premiers entraînements ou dès les premières occasions que tu as eues, directement, tu as démarré sur ce type d'entraînement-là, ou bien tu as commencé, on va dire, beaucoup plus classique? Tu es rentré dans une salle de sport, il y a des machines, tu t'installes dessus, et tu as simplement... C'est une bonne question. Les machines, vraiment, je sais toujours pas ce que c'est. Okay. Je sais toujours pas ce que c'est. Je sais ce que c'est un dumbbell, une barre à dips, c'est une barre de traction. Ça, c'est un peu mes amis. Même un développé couché, la première fois que j'en ai fait, c'était il y a 6-7 mois avec un gars ici au Mix. Je sais toujours pas ce que c'est. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que quand je dis le rendement, ce gars, Shanti, m'a appris le timer. Et moi, le timer, il est là pour me créer du stress et faire en sorte que quand je suis dans une salle, il y a un truc qui tourne et me dit, tu dois faire un truc. Tu dois être rentable. Tu dois faire un truc. Et au départ, je voyais ce truc qui tournait et dans 10 secondes, il faut un exercice. OK, je fais les jump squats. Après ça, il y a encore 10 secondes. Qu'est-ce que je fais? OK, je cours sur place. 10 secondes, je fais quoi? Je fais des pompes. Puis je vois la barre à dips. OK, je cours vite à la barre. Et en fait, je changeais comme ça, aléatoirement. Et je faisais tout et n'importe quoi. On m'a souvent demandé comment tu fais tes séances. En fait, j'ai fait tellement de trucs dans tous les sens qu'aujourd'hui, j'arrive, en fonction du feeling, je vois un truc à gauche. Voilà, ça a l'air sympa, ça. Je saute dessus. Et cette logique, je l'ai gardée. C'est plutôt une logique qui était basée sur le temps. Et même quand j'ai commencé à coacher les gens, le fait d'avoir fait tellement de dimensions à gauche et à droite, ma tête est une librairie de mouvements, mais mouvements par pack de petits objets. Donc, si tu me dis, maintenant on est là, ils ont des dumbbells en main, je peux te donner 24 exercices avec les dumbbells. Ma tête les connaît. S'il a un ring et qu'il est en train de tourner, mais ma tête les connaît aussi, tu vois. T'as une bibliothèque qui est énorme. Et c'est cette même bibliothèque qui m'a permis d'être dehors. Et quand t'as des gens qui me disent, c'est bizarre, c'est quand on a ton cours, on n'a parfois même pas le temps de parler. Parce qu'il y a ce truc qui tourne. Et moi, en 10 secondes, je sais déjà le prochain exercice que je vais leur donner. Je leur dis directement un truc et c'est parti, tu vois.
Et cette logique, je l'ai juste adaptée après. Enfin, on en parlera avec des bandes en plus pour avoir un truc qui est plus cadenassé. Mais c'est la même logique. C'est juste que tu as un chrono qui tourne et tu habitues ton esprit à qu'est-ce que je dois délivrer. Là, il y a 8 exercices avant les 60 secondes de pause. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc au fur et à mesure des années, ça a été vraiment à juste affiner cette méthode. Exactement. Mais du jour 1 jusqu'à présent, elle reste pratiquement identique. Et c'est encore une fois, tu vois, on parlait de passion, de temps, etc. Moi, je dis les choses font sens. Je râle beaucoup dans le sens que j'estime que certaines choses devaient m'arriver beaucoup plus vite. Mais quand je regarde ce que ça m'a appris et la trajectoire, en fait, it makes sense. Aujourd'hui, je peux parler aussi facilement de tous ces trucs parce que j'ai galéré avec certains trucs et je les ai vus arriver, tu vois, petit à petit. Et si je dois faire un seul speech aujourd'hui de Résiste, envoie-moi qui tu veux, tu m'envoies qui tu veux, je sais en parler parce que ça a été créé d'une manière qui est logique. C'est même pas un seul speech, c'est un truc logique. Et le fondement, c'est Shanti. C'était même pas moi, c'est ma sœur qui faisait Shanti. Moi, j'ai fait Shanti. J'ai adapté sa logique de rendement à la salle. Je suis arrivé dans un bar où à un moment, on n'a pas assez d'outils. Et je me dis, quel outil il y a? Je fais, oh tiens, il y a le manque de résistance. Oh, ça a l'air sympa, ce truc. Après, je me dis, mais en fait, il n'y a pas de science là-dessus. On peut tourner, on peut faire truc. Et je crée une structure jusqu'à arriver à un point où aujourd'hui, ben voilà, je comprends pourquoi moi, j'ai réussi à tenir la distance. Je comprends pourquoi mes clients, ils reviennent systématiquement. J'ai des clients qui sont là depuis 6 ans. Parfois, je leur dis, vous connaissez les exercices. Tu vois, c'est bon. Pourtant, ils reviennent pour une certaine chose. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent? Qu'est-ce qui leur a permis de modérer? Tous ces trucs, aujourd'hui, je les ai intégrés sur un format qui, pour moi, c'est quelque chose qui permet à quelqu'un d'autre de bypasser toutes les choses que j'ai eues en difficulté. Toi, tu suis ça. Si tu t'y tiens, tu peux avoir la même chose et sans, tu vois. C'est là où pour moi, il y a un sens. Comme je dis, je râle, mais je suis arrivé à un point où toutes ces choses sont construites parce que justement, j'ai dû passer par tous ces trucs-là. Et c'est là où on parle de passion, on parle de distance. Et voilà, aujourd'hui, les gens ont toujours les passions. Une passion n'est pas facile. Non, c'est aussi l'amour pour les détails, tu vois. Tu as été super pris en fait dans cette méthode, dans ce style, et du coup, tu as investigué sur tous ces petits détails, comment tu pouvais l'optimiser, comment tu pouvais le tester avec différentes personnes, différents profils, et puis après, petit à petit, par l'exposition, par cette régularité, tu arrives à trouver quelque chose, un concept, et puis après, c'est de plus en plus clair en fait dans ta définition et de comment tu peux le mettre en pratique. Exactement. Et je pense qu'on est tous là. Hein. Vous, je vous mets bien. Moi, je t'ai connu à la salle et je te le dis directement. Je vois quelqu'un qui passe du temps et qui essaie de chancer sur quelque chose. Il y a ceux qui viennent à la salle et qui, font le sport. Et puis, tu vois ceux qui se posent des questions, ils essayent, etc. Dans ta manière de bouger. Il y a ceux qui bougent conventionnels et il y a ceux qui bougent différemment. D'abord, tu avais cette partie-là. Tu prends des trucs, tu vois que tu t'améliores. Je vois que tu essaies de faire ton grand écart. Là, je vois que le gars, il est de plus en plus flex, etc. Tu prends des notes. Et à un moment, ces notes-là, tu vas essayer de le faire sur une personne qui le fait assez longtemps. Tu vois son retour et tu dis, OK, il y avait telle difficulté par rapport à ce truc. Tu le fine-tune. Et à un moment, tu vas arriver avec la version la plus complète de ton produit. Et pour moi, ça, c'est le monde dans lequel j'aimerais vivre, où les gens créent quelque chose avec une vraie valeur en fonction des expériences qu'ils ont eues. C'est pas juste un arriviste qui va arriver en disant... Ce que je vois aussi partout, tu as des gars, ils arrivent, ils te disent, ouais, il faut faire 2-3 abdos et tout, ils font 2-3 postes et qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois? Ça, c'est ce que j'appelle, et je comprends, tout le monde peut faire de l'argent, tout le monde veut grandir, tout le monde cherche une opportunité. Maintenant, je préfère un monde où justement, tu viens, tu as essayé, tu as vu les difficultés, tu sais ce que c'est le changement, ce qui est complexe, et puis tu dis, OK, j'ai envie d'apporter quelque chose à quelqu'un. Où lui, il va s'améliorer, mais je comprends aussi sa difficulté du changement. Je vais le faire en sorte que son expérience soit là. Et pour ça, voilà, il y a le stretch du temps, il y a tout ce qu'on fait. Le dialogue qu'on a ici, et ainsi de suite. Toutes ces choses font que ça va t'amener justement à définir quelque chose de bon, surtout qu'on vend que de l'humain. Nous, on vend de l'humain, on vend de l'énergie. Les gens viennent nous voler de l'énergie, nous, les coachs. C'est tout ce qu'ils viennent. Ouais, c'est vrai. Ils sont là, ils n'arrivent pas à bouger. Ils font, hey, coach, s'il te plaît. Ils viennent te voler ton énergie. C'est parce qu'on a beaucoup d'énergie à donner aussi. Oui, on a de l'énergie à donner, mais bon. On en a aussi à recevoir. On doit aussi en recevoir. Ouais, ça, c'est dans les deux sens. Tu peux pas juste donner ton énergie. Tu verras qu'un jour, tu vas coacher des gens, tu vas leur dire back off. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, hein. Je fais tout pour sortir la personne de l'agenda. Parce que cette personne-là, oui, tu rapportes de l'argent, mais non. Mais qu'est-ce qu'elle te coûte?
Qu'est-ce qu'elle te coûte? Qu'est-ce qu'elle te coûte? Et ça, c'est le endgame d'un coach. C'est une énergie que tu dois donner sur ta journée. Tu as un certain nombre d'heures. Ce que je vous souhaite, c'est un moment, je vais choisir des gens qui, en plus je peux les pousser quand je les vois. Ils m'inspirent, on discute, il y a un échange. Et je pars de là, je me dis, c'était cool. Tu vois? Et ça, c'est ce que je souhaite à tout coach à un certain moment, d'arriver à ce truc où tu sais asseoir une méthode, trouver les moyens pour le donner à un maximum de gens. Mais si tu as encore quelques heures à prester de ta journée, c'est prester des heures avec soit des gens qui veulent vraiment un spécifique où ils t'écoutent, ils sont dans leur tunnel vision quand tu leur donnes, soit quelqu'un où quand tu le donnes, il a cette vision du fonctionnel et du corps comme vous. Donc, il y a déjà cette résonance de 1. Et tu ne dois pas toujours réexpliquer ce qu'est le corps ou un truc du style. Et puis, deuxièmement, elle t'inspire par les choses qu'elle fait elle-même. Moi, je suis inspiré par quand quelqu'un essaie quelque chose. Et déjà, avoir un entrepreneur ou un machin chose, ou quelqu'un qui même se dit aujourd'hui, j'ai envie de tester un truc et qui sait m'en parler en plus de ça. Mais là, je suis en kiff. Ça veut dire que c'est pas juste, je t'ai pas juste dit de sauter sur une boîte. Tu m'as dit, j'ai essayé tel projet, j'ai tel truc, tel... Ok, c'est long, tu vois. Non, parce que c'est un échange, mais après, c'est que je pense pas que tout coach peut trouver ça dès le début. C'est comme tu dis, tu vois, il faut de la pratique, il faut tester pas mal de choses. Je me replonge aussi dans mes premières années. Au final, cette énergie qu'on discute depuis le début, si tu as envie de partager, tu veux partager cette passion justement à beaucoup de monde. À beaucoup de monde. Mais toute cette population, tout le monde dans lequel tu vas partager tout ça, au final, tu te rends compte que justement, l'énergie que tu vas recevoir en retour, elle n'est pas pareille avec tout le monde. Et donc, c'est le fait de pouvoir affûter ça et à chaque fois trouver... Et même ton offre, à un moment, doit t'amener à justement capter ce que tu aimerais voir devant toi. Mais je pense qu'on commence tous, on a un peu tous, en tant que coach, on a un peu tous la même histoire. On commence tous avec... soit du coaching un peu en présentiel, soit tu essaies de faire un peu du coaching même à domicile. Tu sais, moi, je me souviens à l'époque aussi, c'était un peu, on en a discuté en off. Je dis, écoute, j'étais avec mon kettlebell, je suis avec mes barres de 10. Pareil, tu vois, on a tous commencé comme ça. Exact. Mais je pense que c'est là où tu vois la différence aussi avec les vrais coachs et là où il y a la vraie passion. Oui. C'est qu'il y a un envie profond d'amélioration et de changer. Et tu dois y aller. Au départ, au départ, tu vas, mais au départ, tu as l'énergie. Mais maintenant, si tu nous l'as donné dire 10 ans après, je ne le ferai plus. Et même, il faut du pesos. Il faut quelque chose. C'est qu'au départ, tu prends. Et tu prends à un certain moment. Et puis, il y a un moment, parfois, t'as un point où il y a un break ou quoi que ce soit. Chacun a son histoire. Moi, je me souviens, c'est que parfois, j'étais à 6 heures au bois et je me vois les nains qui me disent, non, mais il fait noir, Hugo. Tu viens me chercher à la voiture et trucs du style. À 6 heures du matin, j'étais là, je suis dans des maisons, je sais pas où, etc. Et il y a un moment, tu multiplies des heures comme ça. Nous, on est un peu les gens qu'on peut mobiliser n'importe quand. C'est-à-dire que quand la vie des autres, elle s'arrête, le boulot, c'est là où ta vie, elle commence. Et le coach, on peut l'appeler. Alors, tu viens chez moi, 21h, machin. Au départ, tu prends. Mais on a le droit d'avoir une vie à un moment. Et donc là, tu dois aussi pouvoir structurer, si tu peux, à un certain moment, si tu arrives à gérer ton business, un certain set de clients et une disposition qui fait que toi, quand tu délivres ton énergie, c'est quelque chose qui te permet que tu puisses faire aussi dans la durée. Sinon, il y a un souci. Et c'est là où tu dois fine-tuner le client, la disposition. Moi, le bois, être dans le bois, j'ai fait 8 heures à moins 4 degrés, des patchs Décathlon qui chauffent mon pied, et des trucs du style Deliveroo qui arrive. Mon Deliveroo, il a toujours l'adresse avenue de Diane au bois de la Camp. Il te connaît, quoi. Il dépose ton paquet. C'est bon. Tu vois, il y a un moment, franchement, je me suis dit, t'as fait ton boulot d'être là pour les gens systématiquement, etc. Quelle est la prochaine phase de ta vie? Et là, tu dois commencer à réfléchir comment sont les leviers où t'as une expérience, t'as plein de coachs sur le terrain qui ont peur. Ils savent pas comment structurer leur truc, ils savent pas comment arriver et se dire, tiens, comment je délivre directement un truc où la personne prend plaisir et je me fais de l'argent. On est passé par là, tiens. C'est là où je me suis dit, j'ai envie aussi de fournir ça. Et après ça, voir comment, au niveau du coaching, je continue à voir certaines personnes aussi, parce que j'aime bien ça, mais voilà, quel est leur objectif, qui sont-ils? Moi, c'est vraiment comme ça que je vois la suite. 42 piges, ça va, tu vois, à un moment, je vais avoir 50 ans. À 50 ans, je ne peux pas faire 8 heures et courir derrière quelqu'un. Je ne peux pas.
Même les préparateurs physiques du Barça, etc., ne font pas ça. Non. Mais tu sais, c'est très contradictoire parce que finalement, on essaie de travailler pour que les autres puissent avoir une qualité de vie meilleure et au détriment de la nôtre. Ouais. Ça, c'est quand tu as cette passion, je pense que tu es prêt à faire beaucoup de sacrifices aussi. Tu as les deux, c'est juste qu'à un moment, je pense qu'il y a des cycles, il y a des gens qui voient le cycle du boulot, tu dois mettre tes mains dedans, tu fournis l'effort, et à un moment, tu transmets. Il y a un moment, c'est ça le truc. Il y a un moment, il faut prendre cette décision. Ce truc de transmettre, à un moment, c'est que tu fais toujours le business, mais c'est parce que tu as une certaine conscience. En général, quand on va dans n'importe quelle salle, la personne qui gère les coachs est une personne qui comprend l'ADN non seulement de la salle, des clients et de ce qu'il faut fournir pour déterminer un certain standard de qualité. Tu vois, c'est un peu, si j'ai ma salle, moi, mon rôle, c'est de faire l'audit. Je vais pas juste laisser les gars coacher. Je viendrai vérifier, je rentre dedans et je me dis, OK, alors, interpersonnel skill, je regarde comment il parle aux gens, OK. Niveau technique, comment il bouge quand il monte, OK. Au niveau de la manière dont il structure ses séances, est-ce que c'est fluide, OK. Et tu regardes tout le truc, et tu regardes les paramètres où il a un truc, et tu pinpoint, et tu dis, écoute ça, c'est ce qu'on va essayer d'améliorer. Mais tu as besoin d'être passé par toutes les étapes. Et tu dois être passé par tous les trucs. Mais ça, pour moi, ça, c'est la finalité à un moment du coach. Il arrive pour le changement, ou bien tu as une équipe ou quelque chose, tu as vraiment... Vous êtes là, il y a des gars qui vont à un moment se dire, il y a les championnats du monde d'Aerox, ça va arriver. Toutes ces choses vont arriver. Vous avez fait ça tellement longtemps. Vous avez suivi le truc. Il y a des jeunes qui vont arriver, qui doivent être formés. Voilà le plan, les gars. Hein? Vous venez ici dans notre collectif. Hein? Vous connaissez les chiffres du collectif. Vous venez, voilà le plan qu'on propose. Et là, tu viens avec une expertise spécifique sur quelque chose. Et il y a aussi ce truc le coach, il y a l'expérience globale et puis il y a l'expérience spécifique. Et on doit, à un moment, dans un truc où il y a tellement d'offres, quelle est notre spécificité? Et là, dans ce que je vois, vous avez une spécificité, hein, vous faites des distances, des quantités de trucs, etc. Comment les gens doivent être capables d'arriver à ça et performer, chaque fois aller un peu plus loin? C'est ce que vous étudiez. Mais ce que vous étudiez, là, cet effort que vous fournissez, que 99% des gens ne fournissent pas, ça va être votre force demain. Et cette force-là, c'est comment, au niveau éducationnel, on arrive systématiquement à créer une plateforme où on le fournit, parce qu'on a une autorité, mais cette autorité passe par toutes les choses qu'on fait, la visibilité, l'offre qui grandit, et ainsi de suite, tu vois. Mais pour moi, c'est la voie du coach. 1, il est sur le terrain. 2, il éduque. Et puis, il y a d'autres gens qui continuent à transmettre une vraie philosophie si elle est sur place. Peut-être que je me trompe, mais un joueur de foot, pareil, hein, il y a un moment, son corps, il dit, il peut devenir coach ou autre chose. C'est la transmission, c'est le degré de tout le monde. Tu gères ta boîte jusqu'au moment où tu as les nouveaux qui arrivent, et eux, tu leur transmets les règles, et eux font les choses. Tu restes pas au levier systématiquement, tu vois. C'est que tu as dit encore le mot philosophie, donc tu as quand même parlé déjà de beaucoup de choses. Tu as évoqué que quand tu étais au Bois de la Cambre, c'était la période Covid, donc c'est le moment où tu as essayé de justement trouver un peu cette méthodologie et que tu as vu que ça pouvait apporter beaucoup de bonnes choses à beaucoup de personnes. Comment tu définirais du coup aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as eue jusqu'à présent, ton concept, ton style d'entraînement, et comment est-ce que tu vois, toi, le mouvement? Écoute, déjà, je pense que moi, le mouvement, il y a deux sortes de profils. Il y a le profil de l'humain classique et il y a le profil de l'athlète. OK? Ce que chacun cherche, de toute manière, c'est de rester fonctionnel. D'abord, il y a cette espèce de notion de capacité. Si on s'entraîne, et surtout si c'est dans une salle pour du renfort, etc., c'est pour maintenir une capacité. La capacité de pouvoir faire les choses du quotidien. OK? De pouvoir faire ton trek, soulever tes enfants, aller facilement au boulot, jouer au basket si tu as envie de jouer. C'est vraiment cette notion de capacité. Et pour l'athlète, c'est la même chose. C'est que lui, il bosse sa capacité, mais aussi du spécifique. C'est-à-dire que lui, son corps, il doit le préparer pour que, une fois qu'il soit sur le terrain, il pense qu'à l'intelligence du jeu. Il peut pas se dire, là, si je cours, mon ischio ou un truc, il va claquer. Il doit être tellement préparé qu'il est en confiance. Donc déjà, au niveau du sport, et quand on fait du sport en salle, c'est avec cette intention de ma capacité que je garde, d'accord? Rester fonctionnel. Et pour moi, rester fonctionnel,
il y a cette notion, encore une fois, d'intégrité du corps. Et l'intégrité du corps, c'est ta capacité à te porter facilement dans toutes les dimensions de l'espace. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est que dans tes tâches quotidiennes ou dans ton sport spécifique, tu sais délivrer la quantité d'énergie nécessaire s'il faut faire un mouvement, de pousser, de se lever ou ainsi de suite. Donc, c'est deux aspects. Donc, l'aspect fonctionnel où tu peux tourner un peu partout et l'aspect énergie que tu dois savoir déployer en fonction de ce que tu as besoin. Donc, du coup, quand je me suis dit que je devais développer une méthode, c'est que, bizarrement, moi, ce que les gens me demandent toujours, c'est directement l'explosivité. Mais ce que j'ai constaté en regardant la plupart du temps, c'est que l'intégrité du corps et cette espèce de fonctionnel de base, ils l'ont pas. Tu vois? Ouais. Et donc, pousser quelqu'un à l'explosivité qui, justement, demande certains leviers mécaniques, des transferts d'énergie, de la solidité sur pas mal de groupes musculaires, c'était complexe. Donc, je me suis dit, je vais créer un format où je parle de ce que j'ai toujours vu, donc un format qui est basé sur le temps, et je vais créer quelque chose qui leur permette justement d'avoir un conditionnement total. Et la seule chose que j'ai par rapport à un hit classique, c'est que moi j'ai introduit les bandes de résistance. Les bandes de résistance, comme j'aime souvent répéter, c'est utilisé par les préparateurs physiques, c'est utilisé par les professionnels du sport, c'est utilisé par les kinés, mais il n'y a aucune science dessus. C'est un outil qui pend dans une salle et qui sert à rien. Mais le fait de l'avoir utilisé à l'extérieur, j'ai vraiment compris que les gens pouvaient moduler en fait leur effort. Et de là, je me suis dit, je vais leur donner une possibilité de faire du sport avec un outil qui ne tient pas seulement compte de leur niveau, mais aussi de leur énergie du jour. Et ça permet de toucher tous les axes du corps. Un athlète qui fait ça, il commence à retourner, il peut gérer une session qui a moins de charge parce qu'il a déjà beaucoup de trucs spécifiques sur sa semaine. Et celui qui n'a rien du tout et qui va juste démarrer son sport, il a un mouvement naturel où il travaille ses cheveux, ses ongles, ses yeux, il travaille tout en une séance. Et c'est là où mon approche, c'est ça, c'est un conditionnement global basé sur l'usage des bandes de résistance et qui te permettent de modérer ton effort avec le fait que tu puisses travailler dans tous les axes de l'espace et que tu puisses travailler ta force, ton cardio, tout le reste. Tout est en fait regroupé en une séance. Et c'est la prise en main, elle est 5 minutes. 20 à 80, ça marche, tu vois. Et ça, c'est là où toutes ces années, en fait, ont été décrites en une expérience. Et pourquoi je te parle d'expérience, et c'est extrêmement important, c'est qu'au niveau de la rétention, si je vais dans une salle, je sais exactement pourquoi le pilate fonctionne, le yoga fonctionne, ou ainsi de suite, parce qu'il y a une structure claire. Le prof qui donne le cours, on a l'impression que c'est lui qui l'a inventé. On ne sait pas qui est Monsieur Yoga ou Monsieur Pilate, on s'en fout. La structure, elle est claire. Les mouvements sont pas trop complexes, plus ou moins naturels. Et en plus de ça, les gens reviennent parce que c'est justement cet aspect niveau et énergie du jour. Donc, ils peuvent le faire n'importe quand. Celui qui a fait une formation de Pilate ou Pilate réformeur, il peut donner cours à 7h, 8h, 9h, 10h. À toutes les heures, ça fonctionne. Et moduler un peu Et moduler ce niveau d'énergie. Donc, dans la méthode, ça, c'est un truc où je voulais aussi un truc où la personne qui se pousse, je peux faire la séance avec des athlètes, ils vont être morts. Puis j'ai mon gars de 70 ans qui arrive, il est là, il fait son truc. Cannes, il est mort. Tout le monde est mort, mais à son échelle. Et ça peut marcher, ça marche le matin, à midi, le soir. À la fin, on veut faire du business. Qu'est-ce qu'on veut? On veut pouvoir déployer quelque chose qui fonctionne sur un maximum d'heures. Donc même quand on fait une formation, je le dis toujours, faites une formation qui vous permette de remplir un max d'heures. Et ici, je vois bien les profs qui font Pilates réformeur, il y en a certains, ils ont 4 heures d'affilée. Ouais. Et ils sont tous full. Pourquoi? Ils ont une méthode qui tient compte de l'énergie du jour. Plus que du niveau. Ouais. Tu vois? J'aime beaucoup ce concept, et ça que tu l'avais déjà mentionné, parce qu'on a eu la chance de s'entraîner avec toi il y a 2 jours, justement, où on a pu tester cette philosophie, et ça, tu nous as parlé un petit peu de comment est-ce que tu structurais en général un peu tes séances. Ouais. Et ça, tu vas structurer ces séances de la même façon, justement, pour les athlètes que tu suis, et cette méthodologie, du coup, tourne vraiment autour un peu de cette succession. Donc, quand on s'est entraîné avec toi, donc il y avait une première partie, justement, un peu plus d'activation avec les bandes qu'on a utilisées. Exact, ouais. Tu parlais ensuite de l'aspect plus athlétique. Athlétique, ouais. Où là, on se déplaçait un peu plus dans l'espace. Ouais. Et il y avait cette partie... il y avait un autre thème que tu disais. Il y avait on a fait de l'agilité, ça, ouais. On a fait de la plio. Et comme tu dis, moi, je pense que si tu regardes le corps, c'est bizarre. Quand on prend du poids, est-ce qu'on choisit où ça va? Non.
Quand on en perd, est-ce qu'on choisit ou ça va? Non. Donc, il faut travailler le général d'abord. Pour moi, c'est la base. Donc, quand j'arrive ici dans la manière dont on avait même structuré la séance, on a d'abord fait quelque chose où il y a un conditionnement total de tout. On a fait en sorte que tout soit où il est, qu'on travaille le tout avec les bandes. On a vraiment bossé dans tous les sens. Une fois qu'on a fini, c'est là où moi j'aime bien aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est quand on est en salle, c'est différent quand c'est de l'Aerox ou à la limite le CrossFit, c'est que le périmètre de travail, il est extrêmement petit. Tu travailles à côté d'une machine ou d'un dumbbell ou un truc de style, c'est dans un périmètre complètement petit. Mais notre corps, il bouge, il marche, quoi. Il marche, il tourne, etc. C'est là où j'aime bien commencer par un conditionnement total, où on travaille en général sur un poste, mais beaucoup de choses différentes. Après, l'agilité, où tu commences à dérouler, tu donnes de la direction, tu donnes des axes. Notre corps, il tourne, il va dans différents axes. Donc, agilité dans un sens. Et puis, justement, la plio, la plio, pour moi, tout ce qui est l'art du saut et l'étude du saut, c'est la force ultime, en quelque sorte. C'est te porter toi, c'est le plus important pour toi. Mais si tu arrives à jeter ton corps n'importe où en l'air, ça veut dire que tu sais mettre une impulsion qui te permet de décoller tout ton corps et tout le reste facilement. C'est aussi une notion de force. Et c'est un indicateur où quand quelqu'un saute plein de fois, normalement, il s'est soulevé beaucoup de fois. Quand tu as beaucoup de poids et on te demande de jumper, tu as du mal avec ton indice de poids déjà, si tu vois ce que je veux dire. Entre l'indice du poids, la force de pesanteur et tout le reste, si tu as une bonne explosivité et que tu es bon en plio, ça veut dire que tu sais développer quelque chose qui dépasse même ton attribut de base, si tu vois ce que je veux dire. Et tu as aussi une mécanique qui fonctionne au niveau du transfert d'énergie, etc. Donc, c'est pour ça que la plio, c'est quelque chose d'intéressant, je pense, aussi. Tu vois. Ouais. Mais donc, comme tu as dit, on a eu l'occasion de tester ça il y a 2 jours. Bon, la question, c'était de savoir maintenant, peu importe le profil que tu peux avoir, est-ce que tu structures un petit peu tes sessions de la même façon? De la même façon, ok. En fait, si c'est un athlète, la seule chose que je fais en plus, évidemment, c'est que eux, ils vont venir avec un détail. Le détail, c'est j'aimerais être plus rapide sur mon premier pied, j'aimerais être justement gagner en saut vertical. Ils ont un skill un peu spécifique à devoir développer. Ils demandent quelque chose de spécifique. Maintenant, de ce que j'ai vu, et c'est là où je reviens encore une fois avec le conditionnement global, c'est que je tacle tellement de zones sur le corps avec un timer qu'à un moment, ils deviennent plus explosifs. Parce que même bosser avec un chrono, c'est con, mais tu as 20 secondes, 10 secondes. Si tu suis vraiment les protocoles comme Tabata, où ils te disent que tu dois bosser à 90% d'intensité, si tu habitues systématiquement ton corps après les 10 secondes à revenir à fond, tu crois que tu vas pas devenir plus explosif? Tu deviens d'office plus explosif. Tu vois, tu te portes d'office mieux, tu te comportes d'office mieux. C'est pour ça que j'essaie pas forcément de faire plus différent, parce que s'il accepte à un moment que dans le protocole, il faut y aller à fond. Si on y va à fond, et je vous le défie, nous, on a fait ça tranquille, mais si on y va à fond, il y a un moment, il y a un exercice, on va le laisser, on va le nier. On va le nier. On va le nier parce que notre corps, il va se dire, non, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Et c'est là où tu sais que le changement va arriver. Donc, c'est plutôt une question je parle toujours de l'aspect progressif, mais ça ne veut pas dire que ça ne devient pas un hit. Ici, dans cette approche de Resist, j'ai intégré ce que j'appelle le PIT. Je voulais être le premier qui intègre le PIT, le Progressive Intensity Interval Training, tu vois. Mais, si tu veux tous les bénéfices à un moment, si tu es stable et que tu es en contrôle, tu pousses. Et si tu pousses, je peux te dire que tous les métriques vont s'améliorer. Après ça, je vais regarder les choses spécifiques. Par exemple, quand c'est un athlète, il y a plein de choses que je vois systématiquement. Ils ont des problèmes au niveau des chevilles et des trucs du style dans pas mal de sports. On commence par le BOSU. Moi, avant même de faire ma partie des 20 minutes du HIIT, il y a d'abord le BOSU où je te fais mobiliser tous les trucs dans tous les sens pour que ta cheville et tes mollets, tout le reste soit bulletproof, et c'est bon. Après ça, on fait la session où on fait un HIIT où on travaille tout. Et après, je vais vraiment dans le spécifique, et c'est l'agilité, la coordination, le mécanique, sauter et déployer. Mais c'est en général toujours ma structure. Je vais jamais lui dire, on va pas se flinguer en HIIT d'abord. Tu chauffes ce corps, s'il te plaît, dans tous les sens. Une fois qu'il est chaud et que je sens que tout est OK, on jump. Mais ce que je comprends, c'est que peu importe l'âge ou peu importe un peu le profil, tu vas d'office passer par les mêmes axes. C'est juste qu'ils vont être adaptés. Donc ça veut dire qu'une personne de 65 ans, c'est pas parce qu'ils ont 65 ans que tu vas d'office mettre la pliométrie de Voilà. Non, mais en fait, c'est quand même bien que tu le dis. C'est-à-dire que ici, si c'est par exemple ma séance de résist
que je donne ici dans le centre, eux, ils vont avoir que les bandes. Ou les bandes et les poids du corps. Et là, on fait vraiment un renfort qui est total. Je vais pas dans l'agilité ou la plio, et pour monsieur et madame tout le monde, ça suffit, mais largement. Maintenant, quand c'est un athlète, c'est là où agilité et plio, je les rajoute. Sinon, je double mon cycle de Tabata qui fait plus ou moins 20 minutes, et t'as 40 minutes de base, où là, on travaille vraiment tous les axes, toutes les dimensions et tout le reste. Et la seule nuance que t'as, c'est que les bandes sont au centre de la méthode, mais tu as toujours dans le protocole, comme je dis, 20% où tu fais ce que tu veux. Et là, je peux faire des exercices au poids du corps et d'autres choses qui font que toi, en tant que personne, tu te soulèves. Moi, je leur dis toujours, vous devez être capable de vous soulever. Ça, c'est... La maîtrise du poids corporel, au final. Hein. Mais de ouf. Même là, je suis avec des bandes et tout ce que tu veux. J'ai créé toute une méthode, mais la vérité profonde chez moi, c'est, je sais pas, lève-toi et marche, va derrière, il y a une route et un sol. Saute, fais des pompes, quoi. C'est aussi simple, mais on doit créer une expérience. Et c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que je sais très bien que si on fait le challenge de One Punch Man, où on se dit, on fait 100 pompes chaque matin, 100 abdos chaque matin, et qu'on va courir 3 km au matin, tous les jours, et tu fais ça pendant un mois, t'as pas besoin de coach. Ouais. Mais les gens le font pas. Et tu dois essayer de trouver quelque chose qui fait qu'ils reviennent. Mais c'est extrêmement simple de changer. C'est le truc le plus démocratique, je dirais. Dans quel sens? C'est que il y a plein de choses que tu dois faire. Il te faut de l'argent. Il faut que tu puisses te déplacer. Il te faut plein de trucs. Mais les gens, en fait, ne le font pas. Ils ont besoin de passer par nous. Or que ton changement physique, si tu actes un truc pendant 1 mois, 2 mois et que tu fais ce que je te dis, moi j'ai essayé de faire 100 pompes pendant 1 mois, mais j'ai regardé, j'ai fait, mais en fait, ça marche, tu vois. Et je rigolais, je me disais, mais c'est ouf. Malgré tout, ils ont besoin de l'expérience parce que ce geste-là ne suffit pas. Ils ont besoin d'un encadrement, ils ont besoin de venir vous voir. J'entends souvent, je suis allé voir Max Ben, ils ont de l'énergie. Ils viennent pour votre énergie. Et quand quelqu'un vient à nos cours, et c'est aussi un truc que j'ai compris, c'est que c'est cool que je peux te dire, soulève tel truc, etc. Mais en fait, il s'en fout. Il veut juste, il fait son bazar, il est là, il sent qu'il s'est dépassé. Donc, comment tu fais en sorte de ne pas trop parler technique, mais il comprend le truc et il est bien dedans, il est bien dans l'engagement et il n'a pas trop le temps de penser. C'est ça qui fait qu'un Les Mills, un body pump, body attack, c'est des franchises qui ne vont jamais mourir. Parce que c'est des choses où justement la personne, elle est tellement prise dans le truc qu'elle vient, elle part, elle dit « Ah ouais, c'était bien le coup, l'énergie était bonne. » L'énergie était bonne. Et c'est pour ça qu'on nous paye, en fait, dans le endgame. Maintenant, comme je dis, il y a des spécifiques. Quand c'est un athlète ou quelqu'un qui veut vraiment faire une performance sur quelque chose, l'extra mile, c'est aussi là qu'il vient nous chercher. C'est 2 points. Soit l'expérience qui les amène à changer sans qu'ils y pensent pas trop, mais ils se dépassent. Soit ce petit pourcentage en plus parce que toi, tu le connais et tu sais le guider. Tu vois? Et quand on revient sur un peu le terme de la pliométrie, parce que là, justement, si on allait sur l'aspect un peu plus spécifique, en termes d'entraînement, on voit tes posts sur Insta, on voit que tu jobs bien, justement, que tu es agile, que tu es fonctionnel, que tu arrives à avoir cette explosivité, cette élasticité, tout ça. Quelqu'un qui veut développer un peu plus, justement, ce spectre qui est l'explosivité, et qui est quand même un thème qui peut être très, très large, au final. Si tu devais définir concrètement une façon dont la pliométrie peut être intégrée dans leurs entraînements pour qu'ils soient plus explosifs, comment une personne peut intégrer ça dans son entraînement pour qu'il le devienne? Pour qu'il le devienne, en fait, il y a vraiment, je dirais qu'il y a vraiment un manque, c'est que la pliométrie, c'est pas très complexe, c'est que d'abord, il y a des phases. La première phase, c'est d'apprendre à atterrir. Un peu ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est de comprendre que le saut a un impact. C'est très bien de vouloir sauter, mais à un moment, tu descends et il y a un impact et on a des joints, on a des genoux, il y a des choses qui peuvent être affectées. Donc, d'abord, c'est qu'il apprenne avec certains exercices comment décélérer très vite le corps quand il revient vers le sol. Ça, c'est la base, selon moi, au niveau de la pliométrie. Après ça, il y a comment transférer ton corps du sol à un élément qui est plus haut. Ça, c'est la phase numéro 2. Et c'est là où, je dirais, les gars, on peut commencer très calme et très bas. Mais toujours gérer la manière dont tu vas atterrir. Donc, que ce soit d'abord un step,
puis il y a une mini-box ou ainsi de suite. Je ne veux pas de bruit. Comme je vous ai dit la dernière fois, je veux pas de bruit, que la personne soit contrôlée et qu'elle est stable. Une fois que la personne a géré ça, c'est la notion de directionnel, parce que l'explosivité est dans les salles et dans toutes les approches. C'est comme si le monde était toujours linéaire. On saute sur la boîte qui est devant nous, mais on tourne jamais. C'est commencer à rajouter une rotation avec un pied extérieur et revenir, et puis sur la boîte. Et ça te donne déjà aussi la perception de l'explosivité. C'est pas juste 2 pieds, mais il y a aussi le côté unilatéral. C'est qu'est-ce que je sais faire comme petit saut à 1 pied, à 2 pieds, tu vois. C'est de comprendre ces différentes progressions. Après ça, c'est vraiment une question de surcharge. C'est-à-dire que moi, en général, quand je fais ces exercices-là, c'est peut-être 10 sauts par position. Quand quelqu'un démarre, d'abord, il y a les exercices où il apprend à décélérer, bien tomber, bien prendre conscience de « OK, je suis stable quand je fais mon truc ». Je prends une petite boîte, je saute dessus, vraiment forward, vers l'avant. Je saute pour voir comment je suis, tac. Je gère ça d'une bonne manière. Après ça, je commence à mettre la direction et chaque poste, je fais 10 fois. Il faut pas trop surcharger au départ parce que malgré tout, il y a un impact. Mais c'est vraiment la logique de savoir atterrir, mettre une box devant soi, mettre la direction. Et après, il y a cette notion mécanique comme je vous avais montré, et ça c'est la partie la plus difficile. Il faut vraiment, c'est quelque chose qui doit se montrer, c'est l'usage des bras, le transfert d'énergie et ainsi de suite. Parce que le problème, je crois qu'aujourd'hui, quand quelqu'un voit de la plus haut, il ne voit que les jambes. On me dit toujours, ouais, t'as des jambes solides. C'est pas que les jambes. Si on essaye de sauter en ne tournant pas ses bras, on est collé au sol. Quand on a vraiment le bon swing des bras, on arrive un peu plus loin. Donc, c'est une question dure parce que j'ai vraiment l'impression qu'il faut carrément créer un manuel parce que ça ne... Moi, je l'ai pas vu exister. J'ai fait tellement de sauts qu'à un moment, je me suis dit, ah oui, voilà à quoi je dois faire attention. Mais j'ai pas encore vraiment vu un truc où tu vois une vraie progression pour les gens, tu vois. Mais on devrait peut-être le faire. Hein. Enfin, je pense que comme tu dis, c'est toujours commencer par rapport aux fondamentaux, les bases, et puis après, c'est l'exploration. C'est que moi, personnellement, la façon dont j'intègre plus la plio, c'est que c'était toujours en général... En superset, peut-être Pas vraiment en superset, mais la façon dont je vais l'intégrer, c'est surtout plus en début de séance, alors que toi, c'est vrai que c'est en général plus à la fin. Ouais. C'est dans une optique que je l'utilise pour la préparation plus nerveuse. C'est-à-dire que toi, tu fais ton warm-up général. Si je suis sur un entraînement où je vais plus axer sur le membre inférieur, les jambes, il y a la partie warm-up, il y a la partie pré-fatigue ou activation nerveuse, et c'est là où je viendrai mettre 10-15 minutes peut-être de pliométrie. Ouais. Il y a plein d'exercices, il y a plein d'évolutions possibles. Je pense que c'est au fur et à mesure du temps que l'individu va naturellement graviter sur des choses qui deviennent à chaque fois un petit peu plus complexes, mais ça peut être très très simple dans un premier temps, et c'est plus dans cette optique-là que j'intègre la plio. Je pense que Max, t'es un peu du même... C'est exactement la même chose, ouais. On l'utilise soit un peu en warm-up juste pour le travail nerveux, et on utilise vraiment la pliométrie extensive, donc le fait d'avoir des sauts très importants, mais très, très peu, finalement. Ou alors on peut l'utiliser, moi ce que je fais beaucoup, c'est un peu en contraste méthode. Donc le principe d'avoir une charge très très lourde et après très rapidement après sur quelque chose de dynamique. Donc là on l'utilise aussi, mais dans notre approche, c'est vrai qu'on est assez rectiligne. Ouais. Tu vois, par le principe que on n'a pas cette recherche encore à l'heure actuelle comme toi tu as de vraiment jumper à gauche, à droite. Et ça c'est ce qui nous a un petit peu impressionné ici quand on a travaillé avec toi. C'est que nous, oui, on a l'habitude, on saute sur une box, on saute au-dessus d'une haie, on part d'une position arrêtée, on saute. Mais on prend jamais le temps de vraiment se dire, OK, on peut prendre un appui sur la gauche, on peut prendre un appui sur la droite, on peut se retourner, on peut... Tu vois, moi, c'est très l'approche du transfert d'énergie. Et pourquoi je le fais? Je le fais aussi après, c'est parce que pour moi, ton corps, il y a plein de métriques qui doivent être activées vraiment d'une certaine manière. C'est tout. Comme je dis, je tourne et ainsi de suite. Et dans ma logique, me voir... Arriver à la salle et tu me demandes de faire les sauts que je fais vraiment après, dès le début, en fait, j'y arrive pas. Je sais pas comment le décrire. C'est que je vais faire des sauts, je vais activer, mais ils seront pas aussi qualitatifs qu'après avoir fait ma demi-heure où j'ai chauffé, je me suis étiré, puis je prends un petit break de 3-4 minutes, mon corps, il est chaud et je suis dans un truc où tout le contrôle est là et le saut, je le vois vraiment comme ça part de tes pieds, ça remonte, ça finit dans tes mains,
tout ton corps, littéralement, doit être en contrôle. Et ici encore, on a tourné, mais tu peux tourner beaucoup plus. Ouais. Il y a le buste, il y a tout le reste. Et donc, ce truc de vraiment chauffer et de le faire après, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas eu de blessure. Et tu vois, je l'ai testé sur des athlètes et ils ont eu le même comportement, tu vois. Je voyais au niveau du saut vertical, au niveau de leur contrôle d'un pied à l'autre, ils sont mieux dans leur séance. Et le truc pour l'explosivité, même quand on le donne, pour moi, ça m'est déjà arrivé de refuser certaines personnes qui m'ont dit « pousse-moi là-dedans » parce que même dans leur activation, que ce soit mentale ou quoi que ce soit, ils y sont pas dedans parce que si tu commences vraiment à mettre de la vitesse, qui parle de plio et d'explosivité, là, il y a vraiment une notion de vitesse très grave. Imagine arriver en début de séance et mettre cette intention trop grave d'un coup sans avoir wheelé tout le système. Voilà. Maintenant, je suis pas un scientifique. Je dis, j'ai vraiment ce truc où je prends mes torts ou je sais pas si c'est un tort ou une qualité. C'est que j'ai vraiment basé sur ce que j'ai ressenti, tu vois. Mais j'ai pas forcément le métrique. Je l'ai comme je vous disais la dernière fois, c'est que je vois quelqu'un, il me dit, ah ouais, non, mais je saute mieux, ou on l'a à l'image, on le voit, il se sent mieux, mais j'ai vraiment basé ça sur une expérience et une certaine logique où je me dis, ah non, mais je pense que voilà, ça fait ça. Mais ce que tu disais, le contraste, ça marche aussi, hein. J'ai testé ce truc de, je charge et après tu fais le même saut, en fait, ton système nerveux, il est triggered et ça marche aussi, tu vois. Donc à mon avis, c'est des approches d'écoles différentes. Mais... C'est bien que tu le dis aussi là-dessus parce que c'est une approche et que au final, c'est uniquement de par un peu l'exposition dans laquelle la personne va être, quel programme il va suivre, quelle personne la personne va suivre peut-être justement sur les réseaux, tu vois, quelle est l'éducation en fait que la personne va avoir autour d'un plio pour qu'elle puisse l'intégrer en fonction de ce que cette personne recherche, en fonction de ce qu'elle a besoin de développer. Tu vois, moi par exemple, j'ai jamais jusqu'à présent vraiment été exposé à ça. Tu vois, j'ai jamais vraiment suivi une personne qui prônait l'explosivité ou la pliométrie. Pourtant, j'ai suivi de très très bons programmes. Mais c'est seulement maintenant, tu vois, où justement, là, on est beaucoup plus dans la spécificité d'Aerox, où je me rends compte que, certes, je suis toujours un peu dans le pôle de l'endurance. Je me considère comme quelqu'un déjà plus endurant, tu vois, par rapport au pôle de quelqu'un qui est très très explosif, où là, on va plus être sur des types de fibres musculaires déjà génétiquement différentes. Mais je me rends compte que j'ai besoin de ça. Parce que si je ne travaille pas quelque chose dans lequel je suis déjà pas très bon, ça ne va pas s'améliorer. Tu vois, et que du coup, il faut trouver un peu des méthodes pour qu'on puisse arriver sur des... C'est ça, additionner et de structurer en fait des entraînements le plus bénéfiquement possible pour le sport, pour l'activité physique, pour ce que la personne va essayer de développer. Et moi, je suis sûr que ça joue aussi, tu vois. Et je pense que toute approche ici, c'est... Vous avez une habitude dans tous vos programmes et dans tout ce que vous faites, mais il n'y a rien à faire. Même tu as un sled push, le premier push que tu vas faire, le premier pas, la première intention, etc. Ça, c'est de l'explosivité. C'est cette espèce de transfert, justement, qui va arriver par la plio ou des choses comme ça. C'est vraiment ce transfert-là. Si on regarde les sprinteurs là, de 100 mètres et que tu les vois faire un bond avant de faire leur course, tu vois que les gars, en fait, ils ont une détente verticale, mais qui est complètement dingue. Eux bossent l'agilité, la plio de manière systématique. Et c'est ça qui leur permet de pouvoir déployer ce mouvement rapide au départ. Et peut-être que toi, dans l'éventail des choses que tu as besoin pour un Aerox ou autre chose, si ton premier pas est beaucoup plus facile et beaucoup plus puissant, ta foulée, tu vas gagner aussi du temps ou des choses du style. Et c'est cette différence-là qu'on cherche aussi parfois un peu plus loin. Mais clairement, l'explosivité, je crois que on parle d'explosivité, on parle de plio. Le saut n'est pas seulement dans une boîte. C'est à droite, à gauche, devant, comme je dis, un pied, l'autre pied, etc. Et c'est tous ces trucs qu'il faut prendre en considération. Plein de gens me disent, je saute pas super haut. Mais il n'y a pas que ça quand tu es sur le terrain. Combien de fois tu dois aller chercher une balle et taper sur ta tête? La plupart du temps, c'est que t'as un gars qui arrive et tu dois sauter sur le ballon et c'est plutôt plus horizontal que d'aller vers le haut. Donc c'est là où il faut comprendre tous ces différents leviers et les intégrer. Et moi, en tout cas, voilà, j'ai vraiment cette espèce de... Même quand je fais de la plio, j'ai ce truc généraliste, mais je me suis rendu compte que même quand je fais ce truc généraliste, c'est déjà plus large que quelqu'un qui fait juste un saut sur une boîte. Donc, je sais qu'au niveau du métrique et de ce qu'il va avoir, il a du positif en vertical ou dans le premier pas, il a le contrôle, il sait où est le sol. Comme je l'ai dit la dernière fois, il comprend le sol, il comprend où pousser, il comprend, tu vois. Mais c'est d'abord activer le corps. Moi,
c'est une question c'est très sécurité, en fait. Je suis très dans le long terme et je prends vraiment le temps que la personne soit en contrôle. Dans ton approche, je pense que c'est d'autant plus important parce que tu vas mettre beaucoup plus de temps dans la pliométrie que nous, la façon dont on va structurer justement nos entraînements et les programmes. C'est quasi 20 minutes. Tu vois, c'est quand même une grosse portion d'entraînement. C'est 20 minutes, mais on prend le temps. Et comme je te dis, j'essaie de ne pas surcharger quand même. C'est 10 par poste et je sais pas combien. On fait 6 postes. T'as quand même 60, 70 sauts parfois. C'est déjà pas mal, tu vois. Mais il a une séance où avant, il n'a pas forcément chargé beaucoup plus. Donc, tes muscles ne sont pas aussi sollicités de la même manière. Tu as une endurance musculaire avec les bandes et les autres trucs. Donc, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va soulever ou faire un truc et puis va faire autant de sauts, tu vois. C'est là où tu vois que l'approche est modérée. Ça dépend ce que tu donnes avant, ça dépend ce que tu donnes après, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Lui, oui, tu fais pas mal de sauts, mais t'as pas soulevé toi plus des poids, plus d'autres choses. Donc, c'est vraiment... faut voir le flux que tu as sur la séance, tu vois. Et puis un point important aussi que tu as mentionné, c'est parce que tu passes aussi beaucoup de temps, parce que c'est quelque chose que tu aimes vraiment faire. Exactement. C'est l'intention du geste, en fait. Je pense que vous aviez dit que c'est fun. Toi, tu disais, tu trouvais ça chouette. Et plus que ludique, c'est que finalement, tu dois mettre une intention, tu dois aller quelque part. Tu dois utiliser l'énergie, une ressource pour aller quelque part. Et il n'y a rien à faire, c'est un humain qui va sur un truc. Parfois, tu tiens quelque chose, tu le soulèves, et je suis avec mes dumbbells, c'est pas la même chose. Non, mais il y a un côté super satisfaisant aussi. C'est satisfaisant. De pouvoir se dire, OK, j'ai ce corps et OK, on a 30 ans, mais on est encore capable de sauter aussi. Voilà. Et c'est ça que parfois, je trouve, il peut y avoir énormément de frustration et c'est pour ça que j'encourage vraiment ta méthode de se dire, OK, à 50 ans, mais peut-être tout le monde devrait être capable de sauter encore. Mais oui, de ouf. Et franchement, je dis, tout le monde est capable, mais l'éducation, et c'est un truc aussi où, dans les leviers de ce qu'on fournit, c'est que je fais tout pour passer par l'expérience, et je parle pas beaucoup, mais je fais tout pour que leur corps soit le plus intègre possible. Parce que dans l'éducation, on va faire ça. J'ai été dans les trucs les plus éduqués, avec les gens les plus éduqués, des gens fortunés, pas fortunés. C'est quoi un corps sain? Bug. Personne ne sait répondre à ça. C'est quoi une assiette? Une bonne assiette? Bug. Personne ne sait répondre à ça. Qu'est-ce que tu fais à la salle aujourd'hui? Je fais les pecs, frère. OK. C'est bien, il en faut. Non, mais je veux dire, il en faut, mais je veux dire, il n'y a aucune notion de ce truc d'intégrité. Alors que tu peux le faire. Après ça, c'est une question de distance. Quand quelqu'un me dit, oh, purée, t'es balèze, je fais, écoute, ouais, je l'ai juste fait longtemps. Moi, j'avais des potes, je leur disais, viens avec moi. Il se serait mis à côté de moi. Il aurait fait la séance avec moi, mais il aurait été le même gars. Moi, j'étais là. Toi, t'étais pas là. Je suis un humain. Et si vous tenez la distance avec une structure et une expérience, je vous promets que ce que vous êtes aujourd'hui, dans 1 an, vous vous en souvenez plus. Dans 2 ans, vous vous en souvenez vraiment plus. Et vous allez aller plus loin. Et c'est ça que nous, on essaie de faire. C'est qu'à un moment, on veut faire de l'argent, mais comme je dis à mes clients, moi, je cherche pas à vous retenir, j'essaie de vous apprendre un truc. Et ceux qui, au final, ont appris et qui sont là, je les aime bien parce que tu as déjà donné le message, ils comprennent. Mais OG, les plus vieux, un peu moins de 80, ils arrivent. Je dois même pas parler. Ils prennent leur bande et disent, on commence, on tire ou quoi. On ouvre le dos, ils ouvrent le dos. Oui. Ils font leur truc. Tu vois que l'amplitude augmente, ils sont plus souples, ils sont machin. Il faut plus leur parler. Ils savent qu'ils peuvent faire du vélo, ils continuent leur vie. C'est incroyable. Parfois, je leur demande, pourquoi vous êtes là? Ben voilà, non, c'est l'énergie, mais c'est... Ouais, mais c'est comme ce que tu as dit aussi un peu plus tôt, c'est l'éducation. L'éducation. Tu vois, c'est le fait de dire que c'est tellement triste de voir encore aujourd'hui que cette notion d'intégrité, cette notion de fonctionnalité, de comment est-ce que notre corps est censé pouvoir bouger dans l'espace, il y a un gap. Ouais, non, mais clairement. Il y a vraiment un fossé comme ça que les gens... soit négligent, soit ne font pas attention, soit c'est un manque d'attention. Enfin, tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses, mais on en avait discuté un petit peu avant. C'est-à-dire que il y a plein de sujets dans la vie de tous les jours qu'on va investiguer parce que il y a une méthode derrière. Ou enfin, par exemple, on veut apprendre une langue, ben on sait que il faut telle et telle étape. On veut comptable, il y a des choses. Ouais, c'est quelque chose qu'on va même faire des études, tu vois, pour devenir meilleur. Enfin, c'est quelque chose on sait vraiment. Ouais, mais en fait, tu parles de l'éducation. Je vois exactement où tu veux en venir. C'est que
c'est qu'il y a une légitimité par rapport à la connaissance de certains trucs. C'est-à-dire que je pense que le problème de la société aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un lobby médical et tout le reste, etc. Donc, on ne te parle pas vraiment de la santé. La santé, c'est très facile d'en prendre soin, mais on ne t'explique pas la valeur de ton corps et les choses qu'il faut faire pour ton corps. C'est-à-dire que quand tu dois payer pour des études de comptabilité, le gars, il paye tranquille parce que ça, c'est du business, etc. Quand tu dois même aller payer pour un coach pour te développer, alors que c'est toi et ta santé, vous êtes cher, hein? C'est relayé comme un truc déjà qui est en background, qui est pas important. Or que connaître son corps, c'est quelque chose qui est tout aussi important, mais personne ne sait ce que c'est un ballonnement. Pose cette question à quelqu'un, pourquoi vous êtes ballonné? Hein? Pourquoi vous avez de l'acidité? Il n'y a pas cette recherche. En fait, il n'y a pas cette recherche parce qu'on ne donne pas la légitimité à ces choses-là. Et donc, il faut forcer les gens à s'éduquer là-dedans. Et ce n'est pas eux qui ne le font pas, c'est la société qui ne nous le montre pas. Même quand tu es à l'école et que tu dois faire du sport, ils disent « prenez une balle et allez jouer derrière ». À fond. 100%. Et tous les jeunes que je vois, ils me disent « ouais, non, moi, quand j'avais 18 ans, j'étais à la... » Je sais qu'il n'était rien du tout. Moi, je sais que dans le fond de moi-même, il était rien du tout par rapport aux métriques qu'il a cru voir ici. Il se prenait pour un athlète ou il croyait qu'il était dans son A-game. Mais il avait aucune intelligence du mouvement. Il savait pas ce que c'était la souplesse. Il savait pas ce que c'était un vrai saut. Il savait pas ce que c'était la vraie réactivité. Il connaît rien de tous ces trucs-là. Et effectivement, là, notre truc là, je pense que c'est vraiment d'amener progressivement ce truc de voilà ce que c'est un corps sain. Et c'est extrêmement important parce que t'as que deux leviers dans la vie. T'as ton esprit et t'as ton corps. Et quand les deux sont liés, c'est une force de ouf. Imagine, je dis toujours, l'autre point, c'est qu'on parlait de passion. Me vend bien, t'es passionné par le sport. Je pense qu'il y a un des points que j'ai systématiquement, c'est que le sport m'a permis d'être droit et de tenir toutes les conneries et je suis désolé pour le mot, et tout ce que j'ai vécu dehors. Le sport, c'est un truc où j'allais dehors, je vis les pires choses de moi, ma vie, on me dit, t'as l'air bien, parce que je suis droit et ainsi de suite. T'as l'air bien. Je me dis, mais lui, c'est pas que je viens de passer 4 heures à l'hôpital avec quelqu'un et que je fais ça tous les jours depuis des mois, il me voit, etc. Personne ne voit ça. Je me dis, mais c'est une dinguerie. En fait, quand ton corps est solide et que t'es droit, tout le monde extérieur s'ajuste. Et si en plus de ça, ta conscience et ton esprit est bien connecté, c'est des leviers de fou. Ben c'est profiter de ta vie et avoir un reflet par rapport aux autres qui est extrêmement important. Et ça a une valeur. Quand quelqu'un vient me voir et qui me dit, Hello, si tu peux me coacher, je suis un consultant. De quoi tu me parles? On est des consultants, mec. Tu rigoles ou quoi? Quand c'est les autres et qu'ils ont une expertise, ils peuvent demander bonbons et on les écoute, etc. parce que c'est de la finance, c'est un dossier. Moi, je te donne de la santé, peut-être que tu vas vivre plus longtemps et tu me fais payer moins cher que l'autre gars. Mais de quoi on parle? Je suis un consultant, je suis pas quelqu'un... fais mon job, va donner l'énergie à quelqu'un d'autre, on va voir si tu sais faire ça. Et de le pousser et de l'amener un peu plus loin. Moi, je te connais aujourd'hui, je te connais demain en plus. Si tu me suis, la version que je connais, moi, elle est solide. Paye. Tu vois ce que je veux dire? Cette importance par rapport au corps, au sport, etc. Pour moi, il y a un vide et ce n'est pas correct. C'est de la prévention. On est censé être dedans, comme dans une culture, les cultures chinoises et autres. Eux, ils sont systématiquement... Le corps, ils jouent pas avec, ils font du tai chi, ils font des trucs dans leur ADN. Ouais, c'est une question d'éducation, mais c'est culturel aussi. Ouais, c'est culturel. Ici, c'est quand tu as un problème. Ouais. On fait du sport quand il y a une urgence. Le médecin m'a dit que j'ai un peu de truc. C'est toujours l'urgence. Et c'est pour ça que même le sport est mal vu. Ou on a peur parce que tu as un truc urgent à changer. Alors, tu te dis que tu dois faire du sport. Non, commence chill, viens. Fais du sport avec nous, vois comment tu te sens, etc. Et c'est un truc qu'il faut, encore une fois, par l'éducation, il faut le mettre le plus tôt possible et trouver des leviers où la personne, elle peut se dépasser, elle peut pousser, mais elle peut aussi juste, OK, j'ai fait ma séance. Chill, tu vois. Il y a des jours, c'est pas beast mode. Hein. Tu postais l'autre jour en disant, tu vois, voilà, le tout, c'est de le faire. Je regardais dans ta story, Max, et je me suis dit, oui. Juste un peu plus tranquille. Oui, oui. Chill. Moi, j'arrive à la salle. Less can be more. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive à la salle, j'ai fait chill pendant 1 mois, mais j'ai fait le mois chill. C'est beaucoup plus que celui qui est arrivé, qui a fait beast mode un jour. Ouais. Et ça, c'est la société dans laquelle on vit. Après, ils me disent, ouais, mais comment t'en es arrivé à ça? Je fais, ouais, mais parce que j'ai fait chill. Super brûlé.
j'ai fait chier. Et j'avais un truc un peu logique, structuré, avec une intelligence dans la manière de faire. C'est la seule différence entre toi et moi. C'est à la limite ma tête. Et tout ce que tu vois visuellement, c'est juste ma tête mentale qui fait que je suis là systématiquement, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est le plus compliqué aussi quand on est face à des personnes qui ont déjà 25, 30, 35 ans, c'est qu'ils ont déjà été formatés. Et que du coup, c'est d'autant plus compliqué, en fait, pour leur faire prendre conscience de quelles étapes suivre pour être sûr qu'ils aient d'abord cette fondation dont on parle depuis le début aussi. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est très, très compliqué et l'enjeu dans lequel on est. Mais ils y arriveront. Tu sais pourquoi ils y arriveront? Parce que le vrai coaching commence à 40 ans. Tous vos clients, si vous visez les gens de 40 ans, non seulement ils ont le pépette, ils ont l'argent, mais à ce stade-là, ton corps ne se remet pas aussi facilement qu'avant. Donc, tu es forcé de penser à l'intelligence, de comment je vais le faire. Et comment je dois... À 20 ans, tu peux lui donner ce que tu as envie. À 20 ans, ceux qui commencent vraiment, c'est nouveau aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes, il y a eu le Covid qui est dedans, etc. Mais même quand on va voir un coach ou ainsi de suite, on peut regarder la masse des gens, c'est 35, 40, c'est là où le business du coaching démarre vraiment, parce que là, le corps ne fonctionne plus de la même manière. Les femmes ont eu un enfant, elles ont toute une série de choses qui affectent aussi, je veux dire, au niveau hormonal et ainsi de suite. Les gars ne récupèrent plus de la même manière parce que ils travaillent au bureau, et ils boivent des bières, et puis ils ont plus autant de temps de repos. Et là, à un moment, tu cherches l'intelligence dans le geste. Et donc là, t'es un peu forcé par le destin. Comme je dis toujours, aujourd'hui, t'es pas là, mais tu viendras me voir, t'inquiète pas. Ça finira par arriver. Mais effectivement, il faut faire ce travail beaucoup plus tôt pour que ce soit bénéfique. Quelqu'un qui le met dans sa vie. Moi, j'ai toujours j'ai une cliente qui, à un moment, elle est là depuis je sais pas combien de temps. Je la vois, la manière dont elle bouge à 50 ans. Mais tu mets une nana de 18 ans, ne bouge pas comme ça. Elle continue. Je vois qu'elle fait ses années, elle fait ses trucs. Et c'est comme ça que ça devrait être. Parce qu'elle, c'est dans l'ADN. Et quand je vois même parfois le cercle de certains qui ont un certain âge, ça m'est déjà arrivé. Je connais la personne et je la vois, elle est complètement mobile. Et puis je vois le même cercle du même âge. Et je me dis, mais non, mais ces gens n'ont rien à voir ensemble. Je crois que tes potes ont l'air d'avoir 65 et plus. Et toi, tu as l'air d'avoir 50. Il y a un bug. Et c'est là où ton corps, si tu le prends, si tu l'utilises bien aujourd'hui, que tu as une intelligence aujourd'hui, c'est pour mieux bouger demain. Et ça, c'est ce que je répète toujours à quelqu'un. Oui, il y a le visuel, on est dans une société du visuel, mais le visuel, tu vas l'avoir si tu le fais suffisamment et que tu le fais de manière intelligente. Maintenant, vivre bien, je te souhaite d'avoir une Ferrari, mais tu rentres dedans facilement. Parce que j'ai vu récemment des gars qui sont dans des voitures de sport, ils ont besoin de quelqu'un pour ouvrir la porte et les sortir des trucs. Je dis, non, mais ça, c'est un problème. Tu m'as perdu, tu vois. C'est ça le degré des choses. C'est que tu vas avoir ta retraite et tu sais plus bouger. Tu vois, non. J'ai Bernard, un des gars que je coach aussi, sa retraite, mais Bernard, écoute bien ce podcast, le gars, c'est une rockstar. Il me dit, j'étais au concert de Damso, j'ai été là-bas, j'étais aux Ardentes, j'ai été machin. Mais je dis pas où, le gars, il est en train de bouger partout, il fait son sport, il a compris que le sport est aussi quelque chose d'important dans sa vie. Quand je vois sa retraite, il a du time, il fait tout pour rester mobile. Je fais, mais c'est ça. Mais c'est pour ça qu'au plus tôt, on peut vraiment donner cette éducation, au mieux c'est. C'est juste que, mais à 20 ans, on n'y pense pas. Mais évidemment, on n'y pense pas. Parce qu'on fonctionne. Le corps, à ce moment-là, le corps fonctionne et tu vas même faire tes études. T'as 20 ans. Moi, je me souviens, j'étais à l'UNIF. Franchement, les journées à l'UNIF. Parlons-en. Est-ce que je vais à l'auditoire aujourd'hui? Ouais. Je vais voir Fabien, je vais voir Mathieu, on chill, on est là tranquille, on joue au basket. On va peut-être rappeler quelqu'un pour savoir ce qui s'est passé au cours. On prend note, on sort, on dort, on se réveille quand on veut. C'est pas les années où on est le plus... Mais tu fais du sport, mine de rien, tu vas voir tes potes, tu bouges, tu vas dehors. En fait, il y a l'activité physique et il y a le sport. C'est deux choses. Les gens, en fait, ils oublient qu'on a beaucoup d'activités physiques à un certain moment de notre vie. On va voir quelqu'un, on bouge quelqu'un, on est tout le temps en mouvement. Et ça fait que ton corps, en fait, tu l'entretiens. Mais dès que tu arrives dans la vie active, et souvent ça devient plus sédentaire,
c'est là où le problème arrive. Et c'est là où, justement, ta notion du sport doit rentrer parce que c'est là où tu es affecté. C'est normal qu'à un moment, ton corps, il récupère, il bouge tout le temps, il bouge des calories. Même si tu bois, tu es en club. Tu danses, c'est un workout. Même ça, il y a un certain âge, tu le retires. C'est un workout d'aller chaque fois en club tout le temps, d'être debout et de sauter sur je sais pas combien de musique. Mais c'est de l'activité. Ils font beaucoup de pogo. Tu vois, pogo jump. Tu vois, ils font des pogo, tu fais des pogo jump. Ils font d'appli au final. Ils en font pas 60 sans le savoir. Mais on en fait blinder et toutes ces choses-là font qu'il y a un certain âge, qu'on le veuille ou pas, on le récupère parce que c'est les métriques de la vie qui font ça. Après ça, comme je dis, quand tu avances, moi j'étais le premier, à 24 ans, je sors de l'UNIF et puis je bosse en bureau pendant d'année en année. Mes potes, je les vois moins parce que chacun est en train de se construire dans la vie. Et comme je dis, chacun crée sa secte, tu vois. Il y a toi et ta secte, et puis ils commencent à avoir des enfants, des familles, ça commence un peu à se séparer. Tu les vois moins souvent, tu te déplaces moins pour aller les voir, tu restes plus assis. Et en plus de ça, c'est que tu penses à ton boulot, tu dois finir la présentation, tu dois te réveiller tôt, tu dors moins d'heures. Et là, il y a un moment, ton corps, il te dit, non, mais je récupère pas de la même manière. Ah bah oui. Et c'est là où tu dois remettre le sport et toute l'intelligence qui arrive. C'est les configurations de vie. Et clairement, 35-40, les gens, à un moment, vont dire, Max Ben, il y a un truc qui ne se passe pas là. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Je fais, écoute. Mais on espère que cette éducation, justement, va pouvoir être faite aussi, comme on a dit, plus en amont et qu'au final, quand on prend cette conscience qu'il y a un problème, qu'on ne doit pas lever le bras, toucher son biceps, avoir une épaule qui est bien stable et bien tendue, c'est cette prise de conscience que les gens doivent avoir. Et beaucoup de gens ignorent ces signaux, tu vois. On met ça de côté. On met le focus sur plein d'autres choses, mais on prend pas l'effort nécessaire pour savoir quoi faire pour mieux bouger et retourner à chaque fois sur ses fondations. Et c'est ça le plus gros problème. On dit ça, on va le faire plus tard. Tiens, on met ça plus tard, mais... C'est pour ça que vous êtes là, les gars. On a une responsabilité, peut-être qu'on va faire ça. Nous, on va faire la définition du corps sain. Faisons une définition. Nous, on va faire la définition. On va le poster toutes les semaines. Tous les trucs en disant, les gars, ça, c'est le corps sain. Voilà ce que tu es censé faire à tel âge, 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 à tel âge. Parce que c'est clair que cette définition, moi, je l'ai pas. Et comme je le répète toujours à tous les clients qui arrivent, c'est la première chose que je leur dis. Votre capacité à soulever votre corps et à bouger n'importe où dans l'espace et déployer l'énergie nécessaire pour certains gestes, ça, c'est la base. Donc, quand on travaille, on va travailler pour que ces choses-là, vous les conservez. Mais c'est vrai que ce serait genre ultra intéressant même de se dire, ok, à 20 ans, tu dois être capable de faire telle chose. À 25, telle chose. Et à 60 ans, tu dois encore être capable de courir peut-être 1 kilomètre en autant de temps. Tu dois être capable de pouvoir sauter tel de boxe. Et tu vois, d'avoir un peu ces goals-là, même et tu casses même les messages. Moi c'est un truc qui est complètement ouf. C'est que maintenant, dans les gars que je suis, il y a plein de vieux. C'est-à-dire que c'est facile. Tout le monde dit the journey. I want to see the journey. Je vois, il y a un vieux que je suis, il a 80 ans, tu le vois, il est tout le temps en train de boxer comme ça. Et tout, je me dis, ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais au final, oui, c'est ça. C'est lui. Moi, c'est de lui que je suis fan. Parce qu'à cet âge-là, il peut me taper, tu comprends? À cet âge-là, le gars, il peut me taper. Et donc, quand je le vois, je me dis, ça, c'est le plan, tu vois? Et il n'y a rien à faire. Même, je pense que quand tu as un enfant ou un truc du style, ça joue. Et je regarde toujours mon fils, mais j'ai envie d'aller à Ibiza aussi un jour à mon fils. On est dans le club ensemble, on est en train de bouger, mais je bouge avec lui. Il est là avec ses potes, ils sont ados. Ils viennent à un moment, si j'arrive à avoir un endroit, un jour, ils sont là à la maison. On se dit, on va aller faire un truc, faire du bike, etc. Je bouge avec eux. Et il a, pour l'instant, mon petit, pour l'instant, il a 5 ans et demi. Ça veut dire qu'il aura 18 ans. Hein? Dans 13 ans. T'as encore un peu le temps. Dans 14 ans et demi. C'est loin. Ouais. Donc, ça veut dire que je dois maintenir. T'as un seul objectif maintenant, c'est dans 14 ans, être aussi bien que maintenant. Ouais, c'est d'être bien. Je veux jouer au basket. Comme je dis, mon rêve, c'est que je suis en train de jouer au basket avec lui. Je lui fais un crossover. Tac, il tombe, il se casse la cheville. Il va à l'école, on me demande qu'est-ce qui s'est passé. Ah, c'est mon père. C'est le père. Encore lui. C'est encore lui. Mais être capable de jouer avec son enfant, le porter, c'est, tu sais, il y a un reality check que j'ai eu. On était en Finlande il y a quelques temps. J'ai mon beau-frère là-bas. Et mon fils, à ce moment-là, il avait décidé qu'il ne voulait plus marcher. C'était l'année passée, il ne veut pas marcher. Papa, porte-moi. J'ai regardé combien de kilomètres j'ai fait. Je pense que j'étais à 6 kilomètres, où il y a une distance où le gars était sur mes épaules.
il y a eu des stops et tout, mais j'ai fait 6 kilomètres avec mon fils sur les épaules. Et je me suis dit, c'est quand même... Tu vois, Je suis capable. Tu vois, je me suis dit, je suis capable. Et je me suis dit, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que quand... Moi, j'ai la même chose, du coup, maintenant avec ma fille. Tiens. Mais elle est un plus petit point. Je l'ai pesé ce matin, 10 kilos. 10 kilos, madame. Un bon Tip top. Elle est montée sur la balance. Petit kettlebell. C'était un petit dumbbell, tu vois. Mais du coup, même être comme une capable, wall ball. être capable, du coup, de se dire, OK, ben, tu sais, on va dans un magasin, on va n'importe où, ben, OK, on la porte, et être capable de pouvoir la porter. Oui, tranquille. Et je te dis, moi, là, j'ai un truc, mon fils, enfin, les gens à l'école, ils me voient comme un cheval. Tous les matins, il est sur mes épaules. Et je sais qu'il va avoir 6 ans. Il va me dire, non, mais papa, c'est bon. Oui, mais... En primaire, et un méga qui manque. Mais là, tous les matins, je sors de la voiture, je le pose, je soulève. Et ça, même pour moi, je me dis, purée, c'est cool. On est encore là. Je suis encore là. Et pour moi, c'est ça les reality checks, parce que chacun a ses phases. J'ai eu ma phase où j'étais vraiment beaucoup plus performance. Maintenant, je suis dans une phase où... au niveau de... Il y a plein de choses, il y a les flux d'énergie, il y a plein de choses dans la journée. Moi, j'ai mes multiples jobs, etc. Et je trouve que le niveau de conditionnement que j'ai aujourd'hui, j'en suis content. Tu vois, parce que c'est une question, à un moment, tu m'avais dit, mais à partir de quand on se sent bien? Visuellement, physiquement, je suis bien. J'estime que je suis bien. Mobilité, je suis bien. Si tu me demandes de faire un sport spécifique, je peux toujours le faire. Mon fils, tout, je gère. Et en fonction, surtout, de ma journée, j'arrive à maintenir ça. Et ça, c'est le truc où, pour l'instant, je suis content. J'arrive à garder un degré d'énergie. La seule chose que j'ai pas assez, c'est la récup. Et cette récup, c'est un truc où je dois tout faire pour pouvoir dormir mieux, pouvoir... Nous tous réunis. Et là, j'avais une question... Je voulais un peu savoir, c'est quoi une journée type pour toi? Une journée tip-top ou une journée type? Vraiment. Non, une journée tip-top. Okay. Alors, tip-top, journée tip-top. Donc voilà, je me réveille, il est 6h30, moi. C'est toujours, tous les jours, 6h30, je suis réveillé. Je suis descendu dans la cuisine, j'ai déjà fait son croque-monsieur, j'ai fait sa boîte à tartines et tout le truc. Je vais chercher le petit. Il est 6h55, je le descends, il est là. Il râle un petit peu, on joue un peu, 7h05, il mange son truc, tac, je vais me préparer en attendant, 7h55, on sort de la maison, 8h20, 8h25, il est à l'école, tac, j'ai une demi-heure, je prends mon petit café sur la route, tranquille, j'arrive au bois, je fais mes 2-3 heures, et là, tip-top, parce que mes clients, là, ils sont revenus de vacances, ils sont légers, tout se passe bien, donc on leur casse la tête, c'est tranquille. Tac, je fais mon split. J'ai 1 heure, c'est pour moi, et là, je mange. Je suis tranquille, j'ai mangé mon truc. T'es toujours dans le bois? Non, je suis plus dans le bois. Plus dans le bois. Non, je suis sorti du bois, j'ai mon transit, là, j'ai fait 1 heure, je suis là, je suis vraiment, ça dépend. Je choisis un café, un endroit, j'aime bien aller m'asseoir, manger dans un truc où je vois des gens. Parce que au final... j'aime bien être distrait par le monde environnement. Quand je suis en train de manger un truc ou quoi que ce soit, je regarde, je switch, je fais mon truc. Dans tes pensées. Et puis, j'ai la partie de bureau aussi qui, pour moi, est importante. C'est-à-dire que je sonde aussi... Je coupe ma journée entre... Il y a la partie où j'ai donné de l'énergie. Tu vois, j'ai donné de l'énergie aux gens en début de journée. Et la deuxième partie, pour l'instant, c'est vraiment tous les projets où je dois réfléchir, utiliser plus l'intellectuel, que ce soit pour les clients ou moi-même dans développer Résiste. Et là, c'est... J'ai pas de rush sur ma journée. Mes clients, voilà, on a bien géré les trucs à temps. Résiste, je suis en train de mettre mes trucs en place tranquille. Tac, fast forward, il est 5 heures. Et là, à 5 heures, je vais chercher soit mon fils, ou bien c'est pas le jour où je dois aller le chercher parce que je l'ai déposé le matin. Ça, on a bien géré. On a bien géré avec madame. Je vais à la salle, je me fais du tort. C'est-à-dire que là, je me fais du tort. J'arrive, je saute sur des trucs, je pousse, etc. Tranquille, voilà. Il est 6h30, il est 7h. Je retourne à la maison, je mange avec le gang. Et après ça, j'allume un truc. Parce que j'ai réussi à faire tout ce qu'il y a dans ma journée. C'est-à-dire que ça, c'est le rêve d'arriver. Et je dois plus éditer un truc. Je dois plus faire un dream, ça c'est le dream. C'est le dream. On rêve. Ouais, ça on l'a pas encore. C'est pour ça que tu parles du tip-top, c'est arriver. Moi, je crois que le tip-top, c'est d'arriver justement quand tu mets les pieds à la maison, tout le reste a été dealé. Et ça, c'est pour moi mon challenge encore où j'arrive, où il y a beaucoup de choses à développer.
et je fais ça. Et puis quand tout le monde dort, 4e shift. Et là, et je commence à éditer. Et en fait, j'ai dit, je ferme, je réfléchis au sales speech. Comment je peux avoir un sponsor ou un truc du style. Et là, il est 1h du matin. Et c'est là où ça déconne parce qu'à 6h30, il y a papa, c'est parti. Et tu vois, on a à peu près le même problème. Hein. Le vrai souci, c'est là où je dis, c'est la récup. Je suis presque convaincu, hein, parce qu'on parle d'âge et on parle aussi de performance. Moi, je pense que si tu me donnes, imagine que si j'arrive à avoir un niveau de vie où je peux vraiment partir chaque année, un mois, où je fais juste mon sport et je mange bien, je perds 1 an encore chaque fois, systématiquement. Parce que le sommeil, la qualité du sommeil et le fait de ne pas avoir un truc cognitif où tu penses au boulot tout le temps, ça te fait rajeunir et j'en suis presque convaincu. Et si j'arrive à gérer ça à un moment, je sais que cette longévité, elle va être encore plus grande. Moi, là, j'arrive, quand je parlais de niveau, c'est le niveau en fonction de toutes les choses que je vous ai dit ici. Il y a le réveil de l'enfant, il y a le déposer l'enfant, le premier job, le deuxième job, parce qu'il y a ma consultance, il y a le job de moi de me développer. Tu rentres à la maison, il y a la famille, il y a le truc. Dépendamment de tout ça, j'arrive à rester fit. Ok, je suis content. Il y a un moment, il faut... Tu vois ce que je veux dire? Si j'étais un athlète et que j'avais que ça à faire, moi, quand je vois les gars dans les films comme dans Creed, je sais plus qui me disait hey, « B Junior, il est super fit et tout. » Je dis « Et alors ?» Il se réveille, on lui fait son omelette, il va à la salle, il fait son truc, il va dormir, il revient. Tout le monde est fit à ce stade. Moi, si tu me payes ce prix-là, je dis, si tu me dis, je peux te payer ce que tu veux et tu m'accompagnes et je te fais l'omelette et je fais je te transforme, mais en 2 secondes. Ça, c'est la vie de, hein. On peut prendre un client et ce client, je lui dis, ok, d'accord. Si tu me donnes 10 à 20 000 sur moi, c'est pas un problème. Mais je suis avec toi, je te fais à manger, etc. J'exagère, tu vois, dans le Évidemment que cette personne va être fit. C'est extrêmement facile. Si elle a que ça à faire, elle peut dormir quand elle veut, on lui fait à manger, et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est qu'on doit gérer. Donc c'est là où, même dans un changement, je dis toujours aux gens, faites votre gain et des choses progressivement, parce que vous avez ce flux d'énergie qui est là et il est réel. Il est complètement réel. Et quand on arrive, malgré tout, à maintenir certains trucs athlétiques, malgré tout ça, c'est déjà une victoire. Hein. C'est ça le gros win. Hein. Chacun a sa vie et c'est une victoire, je pense, vraiment de pouvoir gérer tous ces aspects. Mais dormir, c'est la clé. Je répète à tout le monde, dormez. Dormez. Moi, c'est là où j'ai eu le premier changement. Je sais pas vous, mais à un moment, je faisais du sport 12 fois semaine. J'étais carrément dans un truc où je pouvais aller le matin, je pouvais aller le soir, j'avais pas encore d'enfants, la salle de sport était juste à côté. Dès que je m'empêtais, j'allais à la salle. Et à un moment, physiquement, c'est-à-dire que quand il fallait faire des mouvements, j'étais bien, mais je me disais, ça trace pas comme je voulais. Je tombe malade 10 jours. Mon corps a dit, ça y est, tu m'as laissé le temps. Fallait juste te calmer. T'as stressé les muscles, t'as fait ce qu'il fallait, mais tu m'as pas laissé dormir. À l'issue de 10 jours, et tout, j'ai fait, OK. Je comprends ce truc d'aller à fond à un moment et rien faire. Aujourd'hui, si j'ai fait 3 séances à fond dans ma semaine, honnêtement, à l'intensité où je l'ai fait, mon corps, il a tout ce qu'il faut pour changer et récupérer. Dès que je fais plus, ça veut dire que je suis vraiment chill dans la vie, tu vois. Et c'est là aussi, dans le compromis, déterminer qu'est-ce que tu dois te donner en termes d'intensité et récup. Pour moi, en tout cas, 3. Même si je fais 2, si j'ai 2, je vais me finir à la salle. La séance est un finisher. La séance est un finisher. Le jour après, mon corps, il me dit instinctivement, laisse-moi tranquille. Et c'est là où tu le laisses récupérer. Et puis quand je reviens, c'est ainsi de suite. Donc, il y a ce degré d'intensité que pour pouvoir sortir et revenir. Moi, c'est un peu le levier, tu vois. Ah, bah, je pense qu'on passe tous par là. Tu vois, quand on est plus jeune, on va bombarder, on va faire plein de séances. Et puis après, on se rend compte que, bah, il y a un moment donné où il faut avoir un shift. Il faut changer un petit peu son rythme et trouver en fait une façon plus intelligente de pouvoir aussi s'entraîner pour pouvoir maintenir, de continuer à progresser. Mais ouais, non, écoute, je pense que t'as dit de très bonnes choses et au final, tout revient sur ce message. Tu vois, et ce message, on a le même, c'est de se dire que le fitness, c'est la fondation pour être une meilleure personne.
Je te rejoins à 700%. Et moi, je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu partages, ton contenu, tout ce que tu mets en avant au final, parce que ça supporte ce message, cette conclusion, et de se dire que forcément, au plus tôt les gens puissent prendre cette conscience et avoir cette oreille attentive pour suivre au final un peu tout ce qu'on propose. Il y a plein de méthodologies, t'as la tienne, t'as ta philosophie, on a la nôtre, mais tout au final gravite sur ce même point final. Et tu fais un super bon boulot à partager tout ça. Donc, pareil, les gars, pareil. Et je veux dire, moi, je pense que, comme tu dis, c'est important. Et vous devez même continuer à le faire parce que ça doit être une obligation pour les gens. Moi, comme je dis, je suis très cool. On parle du sport où quelqu'un me dit le sport où j'aime pas, etc. Je m'en fous de cette phrase. Moi, je m'en fous. Enfin, t'en auras besoin à un moment. Peut-être que tu fais assez d'activité physique, tu vois, et ça, c'est bien parce que, comme je dissocie toujours activité physique et sport. Mais le sport, c'est une nécessité, c'est ton corps. On doit tous le faire. Et les gens qui prêchent et qui accompagnent les gens dans cette direction, pour moi, c'est important. C'est le meilleur médicament, c'est le meilleur docteur. Ce que vous faites, c'est un rôle de docteur. Vous êtes des consultants de la santé. C'est un truc super important. Et les gens en ont besoin. Et ils en ont besoin physiquement. Ils en ont besoin aussi mentalement. Ils doivent pouvoir décharger, respirer quelque part. Hein. On n'est pas fait pour être des animaux de cage dans des bureaux ou des trucs du style. On doit continuer. Et donc, vous le faites bien. Et je pense que là où vous le faites bien, c'est que vous, en tout cas, de ce que moi je vois quand vous êtes à la salle, vous incarnez ce que vous vendez. Vous le vendez pas, vous l'incarnez. Et pour moi, c'est là où c'est extrêmement important. Et c'est là où pour moi, quand je regarde un coach, et les coachs que je regarde vraiment, c'est des pratiquants. C'est des gens qui eux-mêmes sont dans ce mouvement. On voit que vous bougez mieux. Moi, ça fait 3 ans, je t'ai vu bouger au début, je te vois bouger maintenant, je vois qu'il y a une amélioration, je vois qu'il y a un truc, et puis il y a cette communauté positive. Les gens parlent positivement de ce que vous faites parce que ça a un impact dans leur vie. Et c'est là où il faut continuer. Et il faut le prêcher. Et comme tu dis, après, les méthodes, on a des méthodes différentes, etc. Mais c'est comme ça, on est dans un monde où les gens écoutent du rap, du rock, du machin, mais la finalité, c'est de... Il n'y a pas de concurrence. Tu vois, il y a pas de concurrence, tu vois. Moi, je peux pas aller faire un Aerox avec vous, genre... C'est la prochaine étape parce qu'on a fait ton entraînement, maintenant la prochaine c'est pour toi. Je vais avoir l'air bête, tu vois. Là, je suis en train d'apprendre à recourir parce que le coach, on attend en tournant. C'est pas lui là qui saute sur les boîtes là, il courait comme ça. Je suis pas un coureur, je dois apprendre tu vois, chacun, tu vois. C'est aussi ça que j'aime dans le sport, c'est qu'il y a le côté humble que tu apprends aussi. Quand quelqu'un me dit t'es un sportif, je suis sportif dans ce que je fais. Et ça t'impressionne parce que c'est un truc que tu ne fais jamais ou t'as jamais été. Mais si tu les apprends, tu vas aussi savoir les faire. Et moi, même chose, quand je regarde d'autres trucs, tu vas me demander d'aller faire du yoga. Je suis pas flex comme certaines personnes. Donc, chacun a ses aptitudes en fonction de ce qu'il fait, etc. Et c'est là où c'est intéressant aussi d'être à la frontière des différents trucs et écouter ce que font les autres. Mais au final, on est là pour construire un meilleur corps, tu vois. C'est... 100%. Ouais, et je pense qu'en cultivant cette passion, on n'a pas d'autre choix que de devoir le transmettre. C'est un peu notre devoir. Ouais, mais vraiment, je pense que, je te dis, c'est un devoir sain que de dire quelqu'un d'autre peut être aussi sain. Je te dis, c'est ça au final quand t'es coach. Et je te dis, il y a cette notion d'énergie. Et pour pouvoir donner l'énergie, toi-même, tu dois voir ce que ça t'apporte en toi. C'est là où est un bon coach. Il y a d'office l'énergie. Est-ce que c'est l'expertise avant l'énergie? C'est l'énergie avant l'expertise. D'accord, 100%. C'est l'énergie avant l'expertise. Je suis pas le meilleur coach, mais on va venir me voir parce que j'ai cette énergie. Ils m'ont vu sur la pluie, il est là, il pleut. C'est un Africain, il pleut, il y a de la neige, qu'est-ce qu'il fait? Il y a de la glace. Et le gars, il est là, il est encore là demain. Il est loin du pays, hein, mais il est encore là. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vois ça, il y a un moment, la personne, elle se dit, mais non, mais moi aussi, je veux ça. Et c'est cette énergie qui vient tirer. Après, il se rend compte qu'il a l'énergie lui-même. Et c'est ce que je leur dis. Ils me disent, je suis pas du matin, je sais pas. Je fais, oui. Dès qu'ils l'ont fait, ils sont tous du matin. Et c'est là où tu vois que les gens l'ont. Et nous, c'est de transmettre, tu vois. Et donc, pour clôturer, si on devait terminer avec une grosse question, et c'est la question qu'on va à chaque fois clôturer lorsqu'on a un invité. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'élever le standard? Je pense qu'élever le standard, c'est oser déjà aller là où les autres ne vont pas. Boum. De faire un extra. Et c'est un extra qui parfois est nécessaire justement pour arriver à une nouvelle condition, tu vois.
C'est ça, élever le standard. C'est tu es ce que tu es, mais ce que tu peux pas être plus. Mais pour être plus, tu vois, tu as ce truc d'obligation où tu dois aller un peu plus loin. Te pousser dans tes retranchements ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, voilà, c'est accepter que tu peux être plus aussi. Oulo, où est-ce que les gens peuvent te trouver, tes plateformes, ton site internet Écoute, plateforme, j'ai ma page Coach Ulo sur Instagram, Coach ULO, tout simplement. Mon site internet, il y a Resist, res-ist.com, tout simplement pour la méthodologie. Et pour le reste, voilà, il y a Eyulo sur LinkedIn pour ceux qui sont corporate et c'est simple à trouver. Ils tapent Eyulo, mon nom de famille c'est Café, comme le café. C'est un marketing incroyable. Il faut juste savoir écrire E-Y-U-L-O et mettre café à côté. C'est bon. Voilà. D'ailleurs, tous ceux qui achètent du café devraient me donner des royalties. J'en serais même pas là, t'imagines? J'en serais pas là. On mettra de toute façon, quoi qu'il arrive, tout. Ouais, tous les trucs. Ouais. Oulo, merci pour tout le temps que tu nous as accordé. Je pense que c'était un échange qui était super intéressant. Passionnant. Et je pense que beaucoup de gens pourront tirer des bons apprentissages et des bonnes leçons sur ça. Donc, on te remercie. Et les gars, on s'entend sur le prochain. See you guys. Merci les gars.